Pour en discuter, je vous propose d'accueillir 4 personnalités, bientôt 5, parce que je crois que peut-être, d'ailleurs, ce monsieur nous a rejoint, on attendait un 5e invité. Je vais d'abord demander à Thomas Jean, qui est responsable d'un programme qui s'appelle Prado, de venir nous rejoindre. Il va nous expliquer de quoi il retourne exactement. Le professeur Olivier Dupuis, qui est coordinateur de la cellule régionale des transferts périnataux. Anne-Marie Tronel-Paradis, qui est membre du Conseil national des sages-femmes, de l'ordre des sages-femmes, et Gérard Rességuier, qui est donc le pilote de la commission natalité ou naissance à la FHP MCO. Et puis nous rejoindra un petit peu plus tard Roland Mohamed, qui est le secrétaire général du CIS Languedoc-Roussillon. Apparemment, il a eu un petit souci de taxi, mais il ne va pas tarder à arriver. Alors, avant peut-être de savoir... de te présenter un peu qui vous êtes, ce que vous faites, et puis des formes que peuvent prendre ces initiatives. D'abord, peut-être un regard sur ces différentes initiatives qui ont été prises. Alors, peut-être vous, d'abord, Anne-Marie Tronel-Paradis, en tant que sage-femme et membre du Conseil de l'Ordre, vous avez un micro qui est juste sur votre droite. Oui, bonjour à tous et à toutes. On voit que l'association des sages-femmes libérales peut être très divers, en fait, suivant les... Oui, je trouve que ce film caractérise assez bien les différentes possibilités qu'il y a d'accouchement. C'est un très bon résumé, je le trouve particulièrement bien fait et agréable à regarder. Voilà. Ensuite, au-delà de ça, parce que bon, sur le point de vue technique, ça, les techniciens vous remercient. Mais je pense qu'on va en débattre peut-être autrement, c'est pour ça que je voulais le... Au-delà de ça, je pense qu'il ouvre vraiment la porte vers ce qui est la reprise en compte de la physiologie, qui est quand même tout à fait important dans la démarche actuelle, parce que c'est vrai que l'hypermédicalisation a eu son règne, et ça ne correspond pas du tout aux demandes des patientes actuellement. D'ailleurs, quand on lit le rapport du CIAN, on se rend très bien compte que tout ce que rapportent les patientes, c'est ça, c'est vouloir que ça corresponde au maximum à leur projet de naissance, tout en restant, bien sûr, dans la sécurité. Il n'est pas question, dans mes propos, de tomber dans l'insécurité. Et la maison de naissance, c'est peut-être le bon palier. C'est peut-être aussi dans les salles physio, parce qu'on ne peut pas faire des maisons de naissance partout. C'est vrai que l'expérimentation qui est en cours devrait être une bonne solution et devrait se faire. Mais après, les centres physio, les salles physio dans certaines maternités, aussi, c'est envisagé largement. Thomas Jean, je disais, vous êtes responsable d'un programme dénommé Prado. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde. Pour certains, c'est un musée, pour d'autres, voilà. Mais pour vous, c'est un programme. Alors, expliquez-nous. C'est l'acronyme, en fait. Prado, donc, c'est un programme qui a été développé par l'assurance maladie depuis 2010, qui veut dire Programme de retour à domicile, donc qui a débuté sur le champ de la maternité pour effectivement opérer la transition hôpital-ville. Et pour citer aussi cette dernière étude que le collectif interassociatif autour de la naissance a publié en novembre 2012, effectivement, les femmes ont besoin d'être accompagnées. Une femme sur 6, une prime part sur 6 se sent désemparée à son retour à domicile en sortant de la maternité. Et donc, nous avons développé au sein de l'assurance maladie ce programme pour répondre à cette demande des mamans et opérer cette transition en facilitant effectivement la sortie maternité et en mettant en relation la maman avec une sage-femme libérale de retour à domicile. C'est un programme donc qui est national. Oui, c'est un programme qui a été généralisé sur la maternité en 2012. Aujourd'hui, on a signé une convention avec près de 300 établissements. Et pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, c'est 9000 mamans qui adhèrent par mois au programme et donc qui sont suivies en sortant de la maternité par une sage-femme libérale. Quels enseignements vous en tirez ? Écoutez, d'abord, c'est avant tout un service qui est rendu aux mamans.
C'est un indicateur qui compte énormément, c'est le taux de satisfaction des mamans. Déjà, lorsqu'on leur présente l'offre au sein de la maternité, où c'est un conseiller de l'assurance maladie qui va présenter cette offre, 80% des mamans adhèrent au dispositif, donc il y a déjà très, très positif. Et après, on fait un bilan, on rappelle chaque maman qui a adhéré pour faire un bilan si elles sont satisfaites de service. Et aujourd'hui, à 99%, elles se déclarent très satisfaites du service, ce qui est plutôt très encourageant et ce qui montre bien que ça répondait à une vraie demande des mamans. Gérard Rességuier, donc vous êtes pilote de la commission naissance à la FHP MCO. On a vu une diversité, une vraie diversité de pratiques. Vous, dans l'observation que vous faites, est-ce que vous avez identifié on va dire un modèle qui correspondrait plus à un besoin qu'à un autre, ou est-ce que c'est une logique territoriale auquel répond d'abord Non, je ne crois pas qu'il y ait de modèle. Ce qu'on a voulu montrer là, à la fois aux adhérents, puisqu'on est là avec les adhérents, et aussi aux intervenants, c'est que l'hospitalisation privée et les maternités privées ont des initiatives. Et donc là, il y a eu 6 ou 7 initiatives, mais je suis convaincu, enfin j'en connais beaucoup plus que ça, ont des initiatives pour répondre aux besoins de la population de leur territoire. On a effectivement essayé de démontrer que ce soit avant, pendant, dans le cadre de projets de naissance soutenus de façon sécuritaire, ou après. Et donc monsieur Jean, on a un petit peu échangé avant, c'est très bien qu'en Midi-Pyrénées, Prado n'est pas un sujet sur lequel on s'étend beaucoup, tout simplement parce que, selon ces chiffres, 9000 femmes, c'est ça, ont adhéré, et donc par mois. Et là, sur la clinique Ambroise Paré, ou sur l'agglomération toulousaine, par un réseau de sages-femmes libérales, mais sans le conseiller de l'assurance maladie, qui est une personne extérieure non médicale, il y a 150 femmes qui sont suivies, sur un projet où je rappelle quand même que le fait de suivre des femmes à domicile après l'accouchement est déjà inclus dans la tarification de l'assurance maladie depuis la nuit des temps, c'est simplement un problème de communication. Donc ce qu'on voulait montrer et ce qu'on démontre là, c'est simplement qu'il n'y a pas de modèle de maternité. Il y a des professionnels qui sont autour de la parturiente et de sa famille pour essayer de faire en sorte que la prise en charge de la mère, de l'enfant et de l'entourage se fasse du mieux possible, et que dans le privé, on essaye de mettre les moyens dont on dispose, et même au-delà, puisque si vous regardez la plaquette qu'on a fait passer, il y a 29 départements où il y a déjà plus de maternité privée. Dans le privé, on essaye de mettre des moyens, parfois au-delà de ce qu'on dispose, de façon à pouvoir répondre à ces besoins. Alors précisément, parce qu'il y a quand même une question de rentabilité qui se pose. On a vu des exemples de cliniques et de maternités qui vraisemblablement avaient monté des initiatives particulières, mais se pose la question de la rentabilité de telles activités parfois, non ? La problématique effectivement de la notion de la prise en charge de la mère et de l'enfant est une problématique de rentabilité et une problématique de seuil. La notion de la proximité doit être primordiale. La priorité pour la prise en charge de la mère et de l'enfant, c'est une maternité de proximité, et donc une maternité de type 1, tout simplement parce que l'accouchement, dans 85% des cas, est un accouchement simple. Simplement, ces maternités-là n'ont pas une tarification qui leur permet tout simplement de survivre. C'est pour ça qu'elles disparaissent. Et c'est pour ça que progressivement, l'offre se raréfie et qu'on assiste de plus en plus à des maternités, on aura l'occasion d'en parler, je pense, professeur, de type 3, de type 2, j'ai une maternité de type 2, qui ne rendent pas forcément le service qu'elles doivent rendre au niveau du type 3, de grossesse extrêmement compliquée, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de grossesses simples qui leur sont adressées, faute de maternité de type 1 autour. Donc on a un réel problème, pas de rentabilité, mais simplement de juste tarification, uniquement de juste tarification. Olivier Dupuis, donc vous êtes coordinateur de la cellule régionale des transferts périnataux. Évidemment, il y a un problème qui est sous-jacent toujours quand on parle de partir prématurément peut-être de la maternité, en tout cas d'en partir plus tôt, ou d'accouchement physiologique. C'est le problème de la sécurité.
Oui, je vous remercie de m'avoir invité d'abord parce que je suis le vilain petit canard du public. Donc moi je suis professeur dans une maternité de niveau 2B. Enfin, Personne n'est parfait, mais sur les niveaux, sur les niveaux après. Non, je coordonne surtout la structure. Donc je vous remercie de m'avoir invité parce que en m'invitant, vous faites tomber un mur qui est le mur des séparations privées-publiques. Moi, c'est vrai que quand j'ai rénové ma maison à Lyon, j'ai commencé par casser les cloisons, par casser les murs et par faire sauter les portes. Ma femme maintenant râle parce qu'il y a trop d'odeurs qui viennent de la cuisine. Mais je pense que casser les murs... Alors, les odeurs, elles viennent d'où? Elles viennent du public ou du privé? Attendez. Casser les murs, je pense que c'est important. Casser les cloisons, parce qu'on ne peut pas faire de la sécurité si on est cloisonné dans nos univers. Donc, je tiens à préciser là-dessus que la cellule des transferts périnataux que j'ai montée en 2002, on a répondu à 30 000 appels téléphoniques depuis 2002. Et cette cellule des transferts, elle est au service de toutes les maternités de la région Rhône-Alpes. Et à mon avis, la santé de la mère et de l'enfant, c'est un sujet suffisamment sérieux pour aller au-delà des clivages. Donc, si vous voulez, cette structure, elle est au service 24 heures sur 24 des maternités privées et des maternités publiques. Et ce qui est important, c'est que, à la fois en termes de demandeurs, c'est-à-dire que nos maternités demandeuses sont à la fois des maternités privées et des maternités publiques, mais les maternités receveuses sont également des maternités publiques et des maternités privées. Et personnellement, je n'ai ni action dans le système public, ni action dans le système privé, et j'ai toujours maintenu le cap d'une équité parfaite pour faire jouer, prendre une place à la fois au public et à la fois au privé. Donc je pense qu'en termes de sécurité, comme introduction en tout cas au débat, je pense qu'il faut impérativement éviter de dresser des murs entre les uns et entre les autres, entre les sages-femmes et entre les accoucheurs et les anesthésistes, entre le privé, entre le public, entre les différents niveaux de maternité, etc. Anne-Marie Trenel-Paradis, on a vu que les sages-femmes étaient très présentes, enfin qu'il y avait les maisons de naissance, hein, c'est un terme que j'ai appris en fait, que j'ai appris cet après-midi. Moi, je connaissais pas. On a vu des maisons de naissance qui se trouvaient au sein de la maternité, précisément, j'imagine, pour des questions de sécurité, c'est-à-dire au cas où ça se passe mal. On entend dire que des gens veulent accoucher à domicile, etc. Est-ce que ça, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est une demande qui est marginale ou est-ce que c'est quelque chose qui est un véritable effet de mode? Je pense que l'accouchement à domicile, quand même, il y a une prise de risque qui est importante. Ça, c'est n'engage peut-être que moi, mais j'en suis convaincue. D'autre part, l'hypermédicalisation dans les maternités que nous connaissons actuellement, qu'elles soient publiques ou privées, bien qu'il y ait des efforts de fait partout, dans le public comme dans le privé, bien, je pense qu'on revient vers une médicalisation plus normale de l'accouchement, tout en respectant la physiologie. Et la physiologie, je crois quand même que les sages-femmes sont les professionnels adaptés à l'accouchement, à la physio. Mais il n'en reste pas moins qu'elles dépistent aussi tout ce qui est pathologie. Donc à partir du moment où on peut accepter une patiente en maison de naissance, ça veut dire que tout est cadré. Hein. Il y a toujours l'imprévu dans l'accouchement, je ne dirais pas le contraire. C'est la raison pour laquelle elles doivent être attenantes à un bloc obstétrical de médicalisation et même d'hypermédicalisation avec tous les acteurs de santé, les médecins, gynécologues, obstétriciens, sages-femmes, enfin tous les corps de santé qu'il faut. Et moi je crois qu'à l'heure actuelle, il faut être très simple dans le raisonnement, et c'est là où je rejoins un peu M. Dupuis. On est là pour une famille, pour une mère, un enfant, et que tout ça soit dans un accompagnement global, en respectant les usagers, parce qu'il faut bien comprendre qu'ils ont leur demande et qu'ils n'ont pas du tout envie d'être manipulés, pris en charge complètement, ils veulent comprendre. Hein. Et moi, quand je lis qu'on peut faire encore des épisiotomies sans en avertir la patiente, c'est quelque chose qui me scandalise un peu à titre personnel. Donc, quelque part, si on va en maison de naissance, c'est que tout est cadré, c'est qu'on sait qu'on a des professionnels qui vont pouvoir pratiquer l'accouchement, la physio et dépister la patho. Et on est proche d'une structure d'urgence qui est le bloc obstétrical. À partir de ce moment-là, pourquoi ne pas tenter l'expérimentation qui me paraît quand même une bonne chose. Gérard Rességuier, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de la part des gynécos de se faire, entre guillemets,
piquer leur rôle, ou en tout cas de n'intervenir qu'en cas d'urgence, et finalement de n'intervenir que sur les cas difficiles dans le cas des maisons de naissance? Non, je pense que déjà le collège des gynéco-obstétriciens a beaucoup évolué dans son avis sur la notion de l'ouverture des plateaux techniques aux sages-femmes libérales et aux sages-femmes au sens large, parce qu'effectivement, d'abord, la sécurité au niveau des blocs obstétricaux a beaucoup augmenté dans les 10 dernières années, et donc ça permet effectivement d'orienter et d'avoir une ouverture et une notion d'espace physiologique et de prise en charge différente. Ensuite, très honnêtement, les gynéco-obstétriciens, d'abord aujourd'hui il y en a de moins en moins, parce que c'est un métier à très haut risque, parce que les primes d'assurance sont tellement élevées que la plupart des praticiens renoncent à la pratique, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé, tout simplement parce que c'est un des métiers les plus à haut risque. Et ensuite, parce que je pense qu'effectivement, comme le disait madame, on est tous les professionnels sont là pour un but qui est quand même le plus, c'est le plus valorisant qui puisse exister, qui est la prise en charge d'une mère et de son enfant. Et donc l'ouverture des plateaux techniques aux sages-femmes libérales, ou l'ouverture des plateaux techniques aux sages-femmes pour des accouchements physiologiques, j'y crois pour ma part beaucoup plus qu'à la notion, comme dans certains pays d'Europe, notamment d'Europe du Nord, de maisons de naissance pures, isolées, où en France on n'est pas vraiment prêt à ce domaine-là. La population, ce qu'elle demande, effectivement, c'est un accompagnement dans son projet, mais en toute sécurité. Et l'ouverture, et il nous semble, nous, que la place, exactement comme l'expérimentation de Bordeaux-Nord, qui est vraiment très, très significative, qui est une maison de naissance au sein d'une maternité, ou la polyclinique de Navarre, où il y a un espace physiologique au sein d'une maternité. Et donc, on a toujours tous les professionnels autour, et on a bien vu dans les différents commentaires, que les gynéco-obstétriciens, comme c'est un projet global de maternité, finalement, ils le portent. Et donc, ils n'ont absolument pas d'opposition. Olivier Dupuis, on le voit que ce genre d'initiative est possible dans les grandes villes. En revanche, je ne sais pas, dans une ville peut-être plus petite que Pau, c'est peut-être plus compliqué à mettre en place, non ? Moi, je voudrais revenir juste sur un terme qui personnellement me choque, parce que je pense que c'est un terme qui est pas juste. On entend parler dans la presse, à la télévision, à la radio, et encore aujourd'hui, de plateaux techniques. Mais nos hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, ce ne sont pas des plateaux techniques. Et ça ne doit surtout pas être des plateaux techniques. C'est des plateaux techniques et humains. Parce que jusqu'à présent, on n'est pas encore dans des sachets stériles, comme les gynécologues accoucheurs. On ne nous ouvre pas comme on ouvre un paquet de compresses. Et personnellement, je ne suis absolument pas d'accord avec cette dénomination de plateau technique. Il n'y a pas de plateau technique. Il y a bien sûr un environnement technique. Mais l'hôpital et les cliniques, c'est avant tout des personnes humaines, des infirmières, des sages-femmes, des anesthésistes, des accoucheurs, des radiologues. Et c'est un plateau, en aucun cas un plateau technique, c'est un plateau humain d'abord et technique ensuite. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Moi, ce que je vois, si vous voulez, moi personnellement, dans la maternité où je travaille, je n'ai jamais eu cette demande des sages-femmes. Et je pense que je ne l'ai pas eu parce que il est impératif qu'on travaille sur une horizontalité et pas sur une verticalité. En France, on est habitué depuis, à mon avis, des décennies à travailler avec une espèce d'autorité, et une autorité verticale. Et on est, en effet, si vous voulez, depuis la maternelle jusqu'au lycée, au collège et aux grandes écoles, habitué à ce système vertical d'autorité. Et je pense que ce système d'autorité verticale n'est pas appliqué, ne crée pas une atmosphère suffisamment bonne dans les services pour que les professionnels se sentent tous écoutés. Quand vous avez un service où tous les professionnels se sentent écoutés, de l'aide-soignante à la sage-femme, en passant par l'anesthésiste, l'accoucheur, le directeur de l'hôpital, etc., vous avez une atmosphère suffisamment paisible, chacun trouve son compte, et du coup, le problème ne se pose peut-être avec moins d'acuité. Et ma deuxième réflexion, ce serait sur le justement, accouchement à domicile, maison de naissance. En termes de sécurité, je crois qu'il y a une chose très importante, c'est qu'en termes de sécurité, comme nous sommes pas des cailloux, mais des êtres humains, il y a la sécurité organique et la sécurité psychique. La sécurité organique correspond bien sûr au matériel que vous avez, plateau d'embolisation, chirurgie, bloc opératoire, etc. Et cette sécurité organique, on sait à peu près maintenant la quantifier, l'évaluer, etc. Mais vous avez la sécurité psychique. Et la maison de naissance, l'accouchement à domicile, ça nous pose le problème de la sécurité psychique. C'est quoi la sécurité psychique? Les femmes, elles veulent aussi une sécurité psychique. Elles veulent être environnées d'un environnement avec attention, avec de l'attention. Et je pense que là, ça soulève des questions importantes. Et la question, c'est pourquoi aujourd'hui il y a cette demande?
S'il y a cette demande, à mon avis, c'est que les établissements, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, ont peut-être sous-estimé l'importance de cette sécurité psychique, à la fois dans le privé et dans le public, et ça a donné l'émergence de ça. Parce qu'en fait, quand vous êtes en espace physiologique, vous êtes sûr d'être avec un seul professionnel qui sera à votre écoute, et nos patients veulent de l'écoute, et elles ont raison, elles veulent de l'écoute. Donc ça remet l'écoute au centre du débat, et ça, je pense que c'est un point très positif. Thomas Jean, c'est quelque chose que vous avez pu constater dans les études que vous avez pu mener suite à vos retours d'expérience? Oui, là, je citais en avant-propos l'enquête effectivement qui montrait que les mamans se sentaient désemparées à leur sortie d'hospitalisation. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est la globalité effectivement du projet maternité. Alors avec le mot à la mode du parcours, c'est un parcours pour la maman et après pour elle et pour la famille et le bébé. Et du coup, effectivement, l'intérêt, c'est de coordonner l'action des professionnels de santé avec toujours l'idée du bon patient, au bon moment, au bon endroit, pour que ces mamans soient prises en charge dans les meilleures conditions. Tout à l'heure, je vous posais une question, professeur Dupuis, concernant la présence de ces maisons de santé dans des villes, et particulièrement des grandes villes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un seuil au-dessous duquel, entre guillemets, on ne peut pas descendre pour installer ce genre d'équipement? En pratique, vous voyez surtout la volonté des professionnels, et ensuite, après, vous le savez bien, c'est le problème de l'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, les professionnels doivent être assurés pour pouvoir faire leur activité. Je pense que le problème essentiel, aujourd'hui, limitant, c'est plutôt celui-là. Ensuite, si vous voulez, il y a après, c'est vrai même au niveau européen. Il y a un problème de démographie médicale au niveau des gynécos, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème essentiellement d'assurance de risque médico-légal. Parce qu'en fait, les études, alors il y a plusieurs études qui ont été réalisées sur l'accouchement à domicile et en particulier l'accouchement au milieu hospitalier. Alors ce qu'on sait, grosso modo, pour avoir une idée à peu près simple, c'est qu'on aura un décès néonatal tous les 1000 accouchements à domicile. En 1000 accouchements à domicile, une sage-femme qui ferait beaucoup d'accouchements à domicile, elle en ferait 50 ou 60 par an, ce serait déjà énorme. Donc avant d'en avoir 1000, si vous voulez, il se passera beaucoup de temps. Mais par contre, si on fait un accouchement à domicile, alors on gagne peut-être, si vous voulez, entre guillemets, un décès néonatal, mais on économise à peu près 50 césariennes, 50 forceps, 50 ventouses, etc. Donc on diminue en effet cet aspect médical. Voilà. Mais par contre, on augmente la sécurité, entre guillemets, affective et psychique auquel, a priori, la structure ne... Mais je ne pense pas qu'il y ait de seuil, si vous voulez, en termes de nombre. Et je pense que, on le sait tous, il n'y a aucune linéarité entre la qualité et la quantité en obstétrique. On peut faire 1500 accouchements avec une bonne qualité, on peut en faire 4000 ou 5000 ou 6000 avec une mauvaise qualité. Qualité et quantité ne vont pas de pair, quoi. Gérard Rességuier, quelle forme peut prendre cette assurance, on va dire, qui est donnée aux femmes et ce réconfort psychique? Je suis ravi de ce que vient de dire le professeur Dupuis. Effectivement, qualité et quantité en matière de maternité, c'est pas quelque chose qui va de pair. Et ce sur quoi nous nous battons de façon vraiment extrêmement forte au niveau de la FHP-MCO, c'est effectivement que nos maternités sont des maternités de proximité. Et donc, la notion de l'assurance qu'on doit apporter aux parturientes ou à la famille au sens large, c'est surtout un projet d'équipe. Un vrai projet d'équipe. On en parlait ce matin dans le cadre des coopérations entre les équipes médicales, les directions d'établissement, mais c'est d'autant plus fort au niveau de la gynéco-obstétrique. On ne peut pas envisager une équipe qui n'est pas effectivement... vous voyez le surveillant de la clinique de l'Estrée qui parlait de staff. Je ne connais pas une maternité où il n'y a pas de staff et où les pédiatres, les gynéco-obstétriciens, les sages-femmes, les infirmières puéricultrices ne se rencontrent pas autour des dossiers. C'est réellement la vraie sécurité. La vraie sécurité qu'on apporte, c'est la notion du projet que la maternité porte. Et la maternité, c'est effectivement les équipes. C'est celle-là qui porte. L'autre problématique au niveau de la sécurité, c'est qu'en France, on est toujours très... On regarde l'Amérique et voilà, c'est toujours très beau l'Amérique et on fait avec 25 ans de retard les mêmes bêtises que ce qu'a fait l'Amérique 25 ans avant. C'est-à-dire qu'on amène de l'hypersécurité, des décrets en 98 et des décrets en 2000 qui sont extrêmement délétères au niveau des coûts induits. Parce que pour tant d'accouchements, il faut un équivalent temps plein de plus. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va faire des accouchements de qualité. Voilà. Et donc on a apporté de la surmédicalisation qui fait effectivement que la partie accompagnement, eh ben on l'a laissé tomber. Et on revient aujourd'hui, et on essaye aujourd'hui de répondre à une demande sociétale
qui est effectivement, mais écoutez donc cette femme, cet homme et ce couple qui sont en train de donner naissance à un enfant. On est vraiment dans ce cadre-là. Et donc on n'est pas sur une notion d'assurance à la rapportée, on est sur une notion de projet et sur une notion de valorisation du travail des équipes. Vous ne pouvez pas demander à un gynéco-obstétricien de s'engager dans cette voie-là et de ne pas faire de volume, et de pas, si il doit systématiquement faire 200 accouchements pour payer sa prime d'assurance. Vous ne pouvez pas demander à une sage-femme libérale de s'engager dans le cadre d'une maison de naissance si elle n'a pas la juste rétribution du temps qu'elle va passer avec sa parturiente. C'est pas possible. Aucune personne ne travaillerait dans les conditions de travail des équipes de naissance. C'est ça la grosse difficulté. Et c'est toujours, la France a toujours un train de retard dans ce cadre-là, par rapport aux autres pays de l'Europe d'ailleurs. Alors, vu qu'on a vu défiler des témoignages et qu'on a eu aussi votre point de vue et votre analyse, on va peut-être demander aux personnes qui sont dans la salle de nous apporter leur éclairage sur les pratiques qui ont cours dans leur établissement. Si j'imagine qu'il y a... Voilà, je vois monsieur qui tourne le doigt, il fait tourner sa serviette sur la première table au centre. Oui, bonjour à vous tous. Je suis la dernière personne, donc peut-être que le monsieur m'a oublié, mais je suis Roland Mohamed, je suis le représentant du CIS. On vous attendait en fait, mais venez, vous êtes invité à la table, donc venez, je vous en prie. Vous n'étiez pas arrivé au début. Donc Roland Mohamed, qui est secrétaire général du CIS Languedoc-Roussillon. Le CIS, rappelez-nous en 2 mots de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Oui, donc rebonjour à vous tous. Alors peut-être que ce sigle, le CIS, CI2S, est peut-être abstrait pour certains d'entre vous. Prenez un micro filaire, je vous en prie, on va redonner celui-là à la salle. Oui, donc le CIS, ça veut dire collectif interassociatif sur la santé, et on est une émanation directe de la loi de 2002, la fameuse démocratie sanitaire, qui est assez abstraite pour beaucoup de publics. Voilà, quand on demande à quelqu'un dans la rue ce que c'est que la démocratie sanitaire, ils ouvrent des yeux sans vraiment comprendre ce que c'est. Alors concernant juste le projet Prado, que j'avoue que j'ai découvert quand on m'a demandé, missionné de venir donc, à cette convention, il est intéressant sur le fond, avec une présence de fonds aussi intéressante, c'est peut-être sûrement de faire une économie non négligeable pour l'assurance maladie. Alors je dis ça, c'est pas une critique, c'est légitime, et je suis membre du conseil d'administration de la CPM Hérault, donc je suis aussi au cœur de ce dispositif. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, en termes de sécurité, et moi je suis un représentant des usagers, et mon regard se porte vers les usagers. C'est ma mission, c'est pour ça que je suis élu et mandaté. C'est pour ça que vous êtes invité, je vous en prie. Voilà, merci. Concernant la prise en charge, alors c'est vrai que une fois, et l'intérêt de Prado, c'est de faire sortir la maman le lendemain. 3 jours après, non, c'est pas le lendemain. Je ne suis pas spécialiste, mais si j'ai bien suivi, c'est après 3 jours. Ouais. Voilà. Et donc, à la conférence téléphonique, un peu pour préparer cette intervention, il y a le mot coordination qui est arrivé, je ne sais pas qui l'a dit, et c'est vrai que j'ai été très sensible à cela, afin de coordonner l'ensemble des professionnels, la sage-femme en libéral qui va donc intervenir plus tard à domicile chez la maman, et en amont aussi de l'équipe médicale au niveau de la maternité, évidemment, en intégrant le médecin référent de la maman, de la patiente. Et globalement, alors sur ces expériences à jour +3, expérience Prado, est-ce que l'usager ou le représentant des usagers que vous êtes porte un regard aujourd'hui globalement positif, globalement négatif sur l'expérience ?
il est plutôt positif, mais avec aussi un paramètre, je ne sais pas, dans l'étude qui a été faite par les porteurs du projet Prado sur le taux de satisfaction, je ne sais pas si on a intégré l'environnement total dans sa globalité de ces mamans qui se sont retrouvées à domicile avec leurs enfants. Je parle de là des personnes en situation de précarité. Je parle qu'il peut y avoir aussi un isolement familial très important. Il peut y avoir aussi une rupture familiale au niveau de la cellule familiale. Si on vit à Montpellier ou au fin fond de notre beau département de la Lozère, peut-être que les situations ne sont pas les mêmes pour l'accès aux soins, c'est tout ça. Voilà. Tout ça, nous, on est assez vigilants là-dessus, mais le projet Prado est intéressant sur le fond. Oui. Très bien, merci Roland Mohamed pour ces éclairages. Vous vouliez peut-être, Thomas Jean, répondre à... Juste pour réagir, oui, il y a deux aspects. Il y a une réalité démographique des professionnels de santé, ça, il ne faut pas la nier. Effectivement, dans la Creuse, quand on a lancé le programme, pour être honnête, il y avait par exemple 0 sage-femme libérale sur le territoire, donc ce n'était pas possible de déployer cette offre. Néanmoins, justement, en créant des dispositifs et des expérimentations qui ont été maintenant généralisés de ce type, on voit que c'est des choses qui incitent à l'installation aussi les professionnels de santé, qui, couplés avec des aides à l'installation pour les zones démographiques sous-denses, et pour revenir sur le concret, aujourd'hui en Creuse, il y a 3 sages-femmes libérales qui sont installées depuis 2010, ce qui permet maintenant de répondre à l'offre auprès des mamans. Et sur l'aspect, effectivement, l'autre aspect qui est celui de la précarité, effectivement, ce qui est intéressant dans le film, c'est que l'intérêt aussi, c'est de ne pas les stigmatiser, ces personnes-là. Hein, c'est pas de les écarter, mais pas de les stigmatiser. Et effectivement, nous, on profite en tant qu'administrateur public de ce contact qu'on a dans la maternité pour justement aussi profiter de ce moment pour proposer des services administratifs, c'est-à-dire l'affiliation du bébé, mais aussi justement comment s'inscrire à la CMU, comment accéder à la complémentaire santé et à un certain nombre de services sur l'examen par exemple bucco-dentaire de l'enfant qui est gratuit dans les années qui suivent. Donc c'est un moment privilégié qui permet effectivement de répondre d'un aspect justement encore une fois plus global aux attentes de la maman. Anne-Marie Tronel-Paradis, est-ce qu'effectivement ce genre de dispositif aujourd'hui participe de la revitalisation du territoire, enfin, des territoires ruraux et permettent de maintenir peut-être, on demandera tout à l'heure à Gérard Rességuier, des activités de maternité? Je viens de la Lozère. Je vous remercie pour vos compliments sur cet excellent département. Actuellement, le Prado est en train de se mettre en place en Lozère, donc on n'en a pas... j'ai pas encore le recul. Donc, alors la Lozère, rappelez-nous le dispositif, il y a un hôpital public et une clinique mutualiste, hein, c'est ça, non? Non, en Lozère, il y a une seule maternité, c'est la maternité du centre hospitalier de Mende, qui est niveau 2A. Voilà. Et ce que je pense, on constate depuis quelques années, c'est que les patientes, qu'elles soient dans la précarité ou non, il y a une forte demande de retour à domicile tôt. Restons raisonnables, quand il n'y a pas de suivi derrière, ça peut être entre H72 et H96 et même plus, ce qui avec la T2A pose problème. Mais à partir du moment où on peut mettre un réseau en place à la sortie par les libérales, par le jeu du Prado, donc effectivement, on ne peut que donner satisfaction aux patientes de retourner chez elles. Parce qu'en fait, je vais dire une banalité, mais dans la vie d'une jeune femme, c'est pas le conjoint qui change la vie, c'est l'arrivée d'un enfant. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là où tout se complique dans le retour à la maison. Hein. Et un rien devient une montagne et un rien est à prendre en charge. Donc on a beau dans des maternités comme en Lozère où on arrive à faire de la physio tout en faisant de la plateau, mais on a beau dire le téléphone répond 24 heures sur 24, etc. C'est pas quelqu'un qui va à domicile. Donc je crois que le Prado est certainement une bonne solution dans la mesure où la confidentialité est respectée, dans la mesure où tout se fait comme ça doit être, la sécurité, la caisse d'allocation, elle garde sa partie administrative et le médical reste aux médicaux. Ça me paraît normal. Et puis en plus, il y a cette notion de réseau qui s'installe entre tout le monde
qu'ils soient aussi bien les médecins, les sages-femmes, les kinés, les infirmières, enfin tout ce qu'il y a autour, qui me paraît fondamental à l'heure actuelle, parce qu'on ne peut plus travailler en isolé. Et je rajouterai une notion, c'est qu'il faut bien sûr que chacun y trouve sa nomenclature correspondante à ses actes. Ça, c'est sûr. Il y a peut-être... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre demande. C'était votre réponse. On va peut-être passer à d'autres témoignages. S'il vous plaît, il y a une question à la première table sur la gauche de la scène. Petit Jardin. Une autre question. Ah, d'accord, je ne regardais pas dans la bonne direction. Au moment où il y a l'évolution des structures, une nouvelle évolution, moi je voulais poser la question. Alors pardon, où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Par là. Non, de l'autre côté, un tout petit peu. Non, il faut tourner la tête. Voilà. Je suis sous la table. Ah, vous dites à droite, c'est à gauche. Voilà. Très bien, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Jean-Paul Varéchon, clinique du Val d'Ouest à Lyon. Au moment où il y a des évolutions en structure, moi j'aurais voulu savoir quelle évaluation on a de la mortalité maternelle et périnatale depuis les textes de 2000. C'est quand même intéressant et c'est un indicateur qui était présent et qu'on devait évaluer dans les textes de 2000. D'autre part, sur Prado, je voulais savoir, parce que je ne l'ai pas trouvé, quelle évaluation du programme vous avez en termes économiques et en termes médicaux, notamment en ce qui concerne la dépression, l'ictère et l'allaitement. Parce que c'est des notions, je ne suis jamais arrivé à les avoir. Alors, sur la première question, on a une réponse, Olivier Dupuis. Merci pour la question très intéressante. Je pense qu'on a aussi un problème en France avec justement l'évaluation, comme le dit Jean-Paul Varichon. Moi, je suis assez un promoteur, en tout cas ardent, de la méthode des 3 E. 3 E, c'est expérimentation, évaluation, évolution. Et souvent en France, on s'arrête à expérimentation. L'évaluation, ma foi, on dit on la fera dans quelques années. En général, on ne la fait jamais. Et l'évolution, n'en parlons pas. Donc je pense que si on adopte en effet expérimentation, évaluation, évolution, on est sur la bonne route. Et le gros problème en France quand même aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, ça fait depuis 20 ans, c'est que nos résultats périnataux sont mauvais et qu'on est mauvais à la fois sur la mortalité maternelle et sur la mortalité néonatale. Et surtout, et même justement, les indicateurs au jour d'aujourd'hui ne sont pas suffisamment disponibles. Alors, on est mauvais par rapport à quoi Alors, par rapport à l'Europe, si vous voulez, dans les pays européens, si on compare les différents pays européens entre eux, on n'a toujours pas une manière d'arriver à évaluer un établissement de santé, une maternité, avec des critères qui soient vraiment objectifs, pour pouvoir dire, voilà, telle maternité a des bons résultats, telle maternité a des mauvais résultats en termes de mortalité maternelle et mortalité néonatale. Et ça, c'est un véritable problème. Et pourquoi est-ce tabou? Alors, c'est pas tabou. Le problème numéro 1, c'est un problème de moyens. Nous, par exemple, dans le service, on a un dossier informatisé. Les dossiers d'obstétrique devraient être à 100% informatisés. Tant que vous n'avez pas, si vous voulez, avec 800 000 accouchements par an, vous n'allez pas avoir une petite souris qui va aller chercher chaque dossier papier pour aller vérifier les indicateurs. Soit on a un dossier informatisé obstétrical national qui deviendrait obligatoire, avec des items qui seraient obligatoirement renseignés, et on pourra avoir une évaluation de chaque établissement. Pour l'instant, on expérimente, mais on n'a pas les critères d'évaluation. Donc il faudrait impérativement, et à mon avis il est urgent, mais depuis déjà des années, d'avoir des critères sérieux d'évaluation. Et après, on pourra évoluer dans les différentes voies. Mais l'évaluation, pour l'instant, elle est très, très imparfaite. Merci Thomas Jean. Sur la deuxième question. Oui, sur le Prado, donc il y a effectivement une évaluation qui est menée chaque année sur le programme. Alors après, il est récent, l'évaluation qui a été menée en 2012 correspond au chiffre 2011, où c'était l'époque de l'expérimentation, où c'était 800 femmes qui avaient été suivies sur l'ensemble de l'année. Cette évaluation a été présentée, en fait, on la présente de manière régulière à tous nos partenaires extérieurs, donc les professionnels de santé, les fédérations hospitalières. Et donc, alors, ce qu'on a regardé dans un premier temps, c'était le recours aux soins, donc l'impact sur le recours aux soins post-sortie d'hospitalisation.
donc auprès des sages-femmes, des gynécos, des pédiatres, aussi sur la durée moyenne des séjours, qui est une question qu'on nous pose souvent, et aussi sur les taux de réhospitalisation. Après, effectivement, par exemple, l'ictère, et si on parle techniquement, est quelque chose de très dur à identifier dans les bases de l'assurance maladie, puisque les GHM aujourd'hui ce n'est pas traçant, pour parler Les vulgairement. GHM, pardon, excusez-moi. Voilà. Pardon. Les groupes Groupe homogènes homogène de de malades. malades. Ouais. En fait, c'est des données. Je suis peut-être le seul à ne pas savoir ce que ça veut dire, mais Ouais. je vais faire comprendre quand on me parle. Mais néanmoins, quoi, voilà. Donc, on est plutôt sur les taux de respiration globales, ce qu'on a publié et qui ont été diffusés de manière publique. Justement, pour préciser, essayer de faire des zooms un peu plus importants en termes d'évaluation sur ces accouchements physio, encore une fois, où c'est aussi les bébés qui vont bien. On travaille en ce moment avec les sociétés savantes de la périnatalité pour essayer de déterminer effectivement, parce qu'on a besoin cette fois d'un partenariat et donc de données de santé qui ne sont pas accessibles en tant qu'administrateur public, pour pouvoir sortir une évaluation plus médicalisée sur ces aspects-là. Et on peut raisonnablement attendre, l'attendre à quelle échéance? L'évaluation, elle Oui. est présentée chaque année lors du qu'on appelle le comité Prado, qui rassemble l'ensemble des partenaires, qui a lieu donc de manière biannuelle, et l'évaluation donc est présentée en fin d'année, puisque, encore une fois, d'un point de vue technique, les données sont disponibles, les données 2012 sont disponibles qu'en août 2013 pour évaluer le programme. Il faudra patienter encore un petit peu. Vous souhaitiez réagir, Roland Mohamed? Passer à une autre question. Juste une intervention par rapport à l'évaluation. C'est vrai qu'on n'est pas très bon en France et les ARS d'ailleurs aiment bien en fin de parcours avoir toujours une évaluation. Mais ça repose aussi quand même sur la volonté du chef de l'établissement de mettre en route et de sensibiliser l'ensemble des acteurs donc médicaux ou non et administratifs à pouvoir répondre souvent à des critères d'évaluation. Ça permet aussi effectivement d'avancer et d'évoluer derrière. Je suis bien d'accord avec vous. Merci. Une autre question à la table d'à côté, au milieu. Bonjour, Ségolène Benamo, hôpital privé nord-parisien à Sarcelles. Pour revenir sur le programme Prado, dire qu'effectivement, on n'a pas attendu, les maternités n'ont pas attendu le programme Prado pour travailler avec les sages-femmes libérales, comme l'a très justement rappelé Gérard Resséquier, et que les professionnels de la naissance travaillent depuis longtemps entre maternité et sages-femmes libérales pour pouvoir assurer cette prise en charge globale. Bien évidemment, l'accompagnement pour le retour à domicile est indispensable, et il est effectivement aussi indispensable que les sages-femmes puissent coter leurs actes. Néanmoins, Prado, c'est le retour précoce à domicile pour diminuer la durée moyenne de séjour dans les maternités. Et l'objectif avoué de l'assurance maladie, c'est quand même à terme de baisser les GHS pour nos maternités niveau 1 et 2A pour les accouchements physiologiques. Alors quand on sait que ces accouchements physiologiques représentent la majorité de nos recettes, il faudrait quand même tirer la sonnette d'alarme, parce que si on met davantage nos maternités sous pression financière, on n'y arrivera pas. Donc aujourd'hui, on parle de qualité des soins et de sécurité des soins, on parle d'accompagnement, mais si c'est pour, encore une fois, nous retirer des moyens, toutes les avancées qu'on a fait sur nos maternités n'auront servi à rien, et je pense qu'il y a un très gros problème de ce point de vue-là. Question peut-être à poser aux tutelles. Est-ce qu'il y avait une autre réflexion? Peut-être vous pouvez rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Oui, Yvan Sommet, Polyclinique de Blois, 900 accouchements. Je ne peux qu'approuver évidemment ce que vient de dire Ségolène. Et nous, la question qui s'est posée, c'est qu'on dit, oui, non mais ça part de bons sentiments, équipe pluridisciplinaire, on va aller vers les familles qui en ont besoin à domicile, très bien, dont acte. Et la meilleure façon que trouve l'assurance maladie, c'est d'imposer le dispositif. En tout cas, c'est comme ça que ça nous était présenté. Il faut dire que la personne qui est venue a été bien reçue. Mais quand on sait que ce dispositif, en tout cas au début, avait fait l'objet d'un grand scepticisme de l'ensemble des professionnels de la naissance, même si les choses ont pu évoluer dans le temps, il y a quand même une contradiction à vouloir dire on va relier l'ensemble des professionnels de la naissance tout en imposant un dispositif. Alors heureusement, en tout cas, sur notre territoire, on a fait machine arrière.
Et donc maintenant, c'est plus sur la base du volontariat que ça se met en œuvre, mais ce n'est qu'un temps, puisqu'il est possible que ça soit généralisé et obligatoire l'année prochaine. En tout cas, ça a été évoqué. Et puis j'ai une dernière question, c'est extraordinaire qu'on puisse manquer de moyens pour améliorer ne serait-ce que le GHS qu'on vient d'évoquer, et qu'un certain nombre de fonctionnaires d'assurance maladie ou d'agents d'assurance maladie puissent avoir le temps de vendre le dispositif. Parce qu'à partir du moment où le dispositif, on y sera associé, je ne vois pas pourquoi on ne le vendra pas aussi bien, parce qu'on est totalement d'accord sur la nécessité qu'il y ait une complémentarité entre ce qui se passe dans un établissement et ce qui peut se passer par l'appui des libéraux. Pourquoi y a-t-il besoin de cet intermédiaire qui forcément a un coût, sauf à imaginer que la caisse n'est pas l'outil analytique permettant sans savoir le coût des agents qui font la visite dans l'établissement. Alors je veux bien croire qu'il y a des alibis, mais entendu, oui, mais ça me permet d'expliquer aussi tout ce que fait la caisse de bien et de pas bien. Ça aussi, si vous donnez la fiche méthodologique, on la donnera. Ben voilà, tout ça, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas un enthousiasme forcené sur le dispositif. Quand on sait qu'en plus de ça, ce système Prado n'est pas simplement pour la naissance, mais risque demain d'être mis en place pour les prothèses de hanches, par exemple, on s'inquiète un petit peu en sachant que la seule chose que l'on voit, que l'a dit Ségolène, c'est la diminution des tarifs. Gérard Rességuier, vous aviez un point de vue, puis on demandera peut-être aussi à Thomas Jean, qui était interpellé directement. Effectivement, enfin, ce qu'on a voulu montrer et ce qu'on démontre dans le cadre du film et ce dont on est en train d'échanger entre nous, c'est que dans des agglomérations ou dans des secteurs qui peuvent être de grandes agglomérations ou plus ruraux, à partir les professionnels de la naissance n'ont pas nécessairement besoin d'une administration étatisée qui, sous couvert de coordination, impose un agent de l'assurance maladie dont le combat de la FHPMCO, je vous le rappelle, hein, sur ce phénomène de Prado, c'est le fait qu'un agent de l'assurance maladie qui a aucune orientation médicale, entre dans la maternité pour s'adresser à la maman, et que le lien, justement, entre équipe médicale de la maternité et la sage-femme libérale qui va prendre en charge à domicile ne soit pas fait, ce qui n'est pas le cas quand on regarde ce qui a été monté, et l'image que vous avez vue d'Ambroise Paré ou de l'agglomération toulousaine ou de Metz ailleurs, où ce sont directement des équipes médicales et paramédicales qui prennent contact avec des équipes paramédicales et médicales de façon à ce que le suivi ait lieu. Et je confirme ce que disait Yvan juste avant, c'est que Prado est mis en place, c'est pas va, est mis en place dans d'autres pathologies, notamment en orthopédie, avec une volonté, là aussi, qui est louable au vu des revenus ou des charges de l'assurance maladie, qui est de mieux flécher le parcours, mais surtout de baisser le tarif. Et je suis un ardent défenseur du fait que dans les métiers de la naissance, on est dans des métiers où on a réussi à avoir une vraie optimisation de la mise en œuvre des moyens et des justes moyens autour de la mère et de l'enfant. Simplement, laissons-nous que l'administration nous laisse pérenniser ces moyens et valoriser ces moyens à leur juste valeur. Voilà. Vous demandez une stabilité réglementaire. Je demande plus qu'une stabilité réglementaire. Quand on dit qu'on est très mauvais au niveau des indicateurs périnataux en Europe, alors qu'on a des normes, je pense mais on est toujours le pays qui sort le plus de normes. On sort beaucoup de normes, mais finalement, on s'aperçoit que nos indicateurs sont mauvais. Donc, quelque part, on nous a mis des charges, on baisse nos tarifs, mais les résultats ne sont pas bons. Enfin, réfléchissons un petit peu sereinement en nous disant, mais finalement, mettons les bons moyens. On parlait d'informatisation. Nous nous battons avec les maternités privées depuis 10 ans, 15 ans, nous nous battons pour être reconnus, que toutes les maternités, publiques ou privées, soient reconnues comme sites d'urgence, pour avoir, comme tous les sites d'urgence, un socle de financement. Ce socle de financement permettrait une harmonisation de l'informatisation. Eh bien non, il semblerait que les choses ne soient pas possibles pour les maternités. Donc on dilapide des moyens, alors que, de façon simple, on pourrait répondre à ce que tous les professionnels, quels qu'ils soient, reconnaissent. Thomas Jean, est-ce que ce genre de réflexion, et maintenant de patron de clinique, arrive souvent à vos oreilles? Oui, après,
Juste quelques précisions. Encore une fois, Prado est déployé une fois que la convention est signée avec l'établissement. Donc c'est en accord avec l'établissement que c'est signé et que le Prado se développe. Il n'y a pas d'obligation de le faire aujourd'hui. Et on pourra en discuter un peu par ailleurs. Mais pour moi, effectivement, l'assurance maladie arrive en complémentarité. C'est-à-dire si aujourd'hui ça fonctionne très bien, encore une fois, nous, on ne veut pas jouer ce rôle de coordinateur entre les professionnels de santé. Ce n'est pas notre rôle. Ici, le Prado, il a le rôle de facilitateur dans les endroits où ça ne fonctionnait pas. Et effectivement, aujourd'hui, près de 300 établissements ont signé la convention et ça fonctionne plutôt très bien. Donc ça montre que ça répond à certains besoins. Autre précision donc, sur les coûts du côté du conseiller d'assurance maladie. Aujourd'hui, effectivement, de la même manière, si vous le faites et qu'on n'a pas besoin de mettre un conseiller d'assurance maladie, nous, c'est très bien. Encore une fois, pour nous, l'intérêt, c'est que la patiente soit prise en charge. Donc après, si c'est fait, il n'y a pas besoin. Et voilà. Et après, c'est juste d'un point de vue RH, aujourd'hui, ces conseillers d'assurance maladie ne sont juste du redéploiement interne des ressources de l'assurance maladie qu'elle a économisé par ailleurs en faisant des efforts sur notamment beaucoup d'informatisation aussi, et qui développe des nouveaux métiers d'accompagnement des assurés. Et voilà. Avant de passer à la deuxième partie de cette intervention, on va prendre une dernière dans la salle ou une dernière réflexion à la table ici. Ah bon, on en aura deux, alors très bien. Il y avait monsieur ici, et puis ensuite nous irons à la table du parterre. Oui, donc je suis le docteur Foulon, chirurgien, chef d'établissement, ce que vous appeliez un dinosaure ce matin. Je suis aussi élu RPS. C'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai peut-être pensé très fort. Je l'ai pensé peut-être. Vous l'avez pensé très fort. Ouais, voilà. Ouais. Je suis aussi élu RPS et au conseil d'administration de la FHP. Il y a une étude de l'INSERM qui est sortie, ou qui va sortir, notamment grâce à l'URPS médecin, qui montrerait une augmentation de la mortalité maternelle en Île-de-France et surtout dans les grandes villes de province aussi, liée justement à la fermeture des petites maternités d'Île-de-France, de province. En gros, cette politique de l'État qui consisterait à fermer les petites maternités engendrerait une augmentation de la mortalité maternelle dans les grands services, les grands hôpitaux publics, pour ne pas les nommer. Est-ce que quelqu'un a une donnée statistique sur la question, professeur Dupuis? Non, je crois que vous avez dit que les données n'étaient pas encore publiées, donc on ne peut pas toutes les connaître. Non, mais par contre, je pense que ce qui est très intéressant en termes d'obstétrique, ce qui fait vraiment la spécificité, si vous voulez, de notre discipline, c'est la grande fragilité de ce qui se passe. Parce qu'on a entendu tout à l'heure donc un des professionnels indiquer qu'il y avait l'accouchement physiologique, mais je vous rappelle qu'en 1997, l'Organisation mondiale de la santé a défini ce que c'était qu'un accouchement physiologique. Un accouchement physiologique, c'est un accouchement d'une femme qui va bien pendant sa grossesse, qui accouche par les voies naturelles, qui rentre chez elle avec un bébé en bonne santé. Donc c'est un accouchement, c'est une définition a posteriori. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir une boule de cristal, je pense qu'on serait tous très intéressés par avoir cette boule de cristal si elle existe, on ne peut absolument pas savoir à l'instant T si la femme aura un accouchement physiologique, sera physiologique, à bas risque ou pas. Le bas risque, c'est défini en obstétrique a posteriori. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que la sécurité, la qualité de l'obstétrique, si vous voulez, la qualité des soins en obstétrique et en périnatalité, témoigne de la qualité de l'organisation d'un système de santé. Alors, je vous donne un exemple très simple. Vous avez une maternité, en effet, et tout le monde le sait ici, avec un bloc opératoire situé au niveau des salles d'accouchement, mais vous avez un seul bloc opératoire. Si vous êtes en train de faire une césarienne programmée, qu'une dame avait son rendez-vous ce jour-ci, si vous avez une urgence qui arrive, vous ne pourrez pas mettre deux personnes sur la table. C'est des problèmes d'organisation. Des problèmes d'organisation, on n'en a pas un, on en a 250. Donc, si on était un pays, entre guillemets, avec l'organisation, dès qu'il y a une faille dans le système d'organisation, ça va se traduire par un mauvais résultat pour la mère ou un mauvais résultat pour le nouveau-né. Et vous savez d'ailleurs que les accidents en termes de maternité, 35% des accidents sont liés à des problèmes de communication. C'est-à-dire que les gens n'ont pas réussi à s'entendre, ou les professionnels à s'entendre entre eux, etc. Donc il y a une grande fragilité dans notre domaine qui est liée à des problèmes d'organisation. Il y a aussi le problème, et je pense que là, face à vous et face à des établissements privés, je crois qu'il y a vraiment un vrai problème aussi dans notre discipline en obstétrique, c'est la continuité des soins. La continuité des soins, elle doit être impérativement assurée en obstétrique, en anesthésie-réanimation et en pédiatrie. Et ça, je crois qu'un jour ou l'autre, il va falloir l'écrire noir sur blanc dans le marbre.
La continuité des soins, elle est impérative. Toutes les études ont montré aujourd'hui que si vous avez un bon professionnel au bon moment, au bon endroit, la réanimation du bébé sera de meilleure qualité que si le professionnel n'est pas là, en retard, etc. Donc il y a des vrais problèmes, il y a des vraies questions à soulever. Je ne sais pas si vous avez pleinement répondu au professeur Foulonosor, mais... Je crois que ce n'est pas lié à la taille de la maternité, c'est lié, si vous voulez. Moi, j'ai accepté à Lyon de travailler avec un directeur d'hôpital public, mais d'une très petite maternité. Mais j'ai mis quelques conditions. Une des conditions que j'ai mises à travailler avec ce directeur d'hôpital, je lui ai dit, monsieur, j'accepte de travailler avec votre maternité, à une condition, c'est que vos équipes soient sur place 24 heures sur 24. Si vos équipes sont sur place 24 heures sur 24, je vais faire l'audit de votre maternité et je suis d'accord pour travailler avec vous. Et depuis qu'on a fait ça, on n'a pas eu de gros problèmes. Donc il y a une continuité des soins qui doit être assurée. Il y a aussi des indicateurs qui doivent pouvoir être fournis. Et si vous avez ce genre de critères, mais vous ne pouvez pas dire les maternités de type 1, etc., si vous voulez, il faut les conserver, si par ailleurs les professionnels de santé ne donnent pas des garanties de sécurité et de qualité. C'est vraiment le cœur du problème. Gérard Rességuier, vous souhaitiez intervenir avant de passer à la dernière question. Et pour répondre, vous ne pouvez pas demander aux professionnels des maternités de type 1 et donc de maternités de proximité qui rendent effectivement le plus grand service aux parturientes d'assurer cette continuité s'ils n'ont pas la juste rémunération. On compare public et privé et vraiment la comparaison est très très nette, c'est-à-dire qu'on peut très bien demander à un salarié de l'hôpital public d'être de garde la nuit, on ne peut pas demander à un praticien d'une clinique privée ou à des pédiatres, c'est d'ailleurs pour ça que cette catégorie de médecins disparaît peu à peu, d'être sur des petites maternités, tout simplement parce que le coût de leur pratique, ou globalement, dans un petit site, je parle dans un petit site, le coût de leur pratique, donc la notion de continuité qui n'a rien à voir. Le problème de la maternité, c'est que vous ayez 0 accouchement la nuit ou que vous en ayez 10, il faut nécessairement qu'un gynéco soit présent, qu'un pédiatre soit présent, qu'un anesthésiste soit présent et que des sages-femmes et des infirmières soient présentes. On est vraiment, c'est pour ça qu'on réclame à corps et à cri depuis très très longtemps, mais public ou privé d'ailleurs, c'est un des sujets sur lesquels on s'est toujours battu de concert, la reconnaissance du fait que les maternités sont des sites d'urgence et doivent avoir un financement socle qui permet de financer les professionnels de façon à assurer cette continuité et à éviter que des sites de proximité, maternité de 500 accouchements, de 600 accouchements, puissent disparaître tout simplement parce que les professionnels ne peuvent tout simplement pas trouver la rémunération de leur exercice. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que par contre, il faut avoir en effet un discours qui soit en effet gagnant-gagnant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut en effet que les établissements privés, dans ces cas-là, trouvent un financement, mais il faut également que les établissements privés s'engagent à ces critères qualité qui doivent être... il n'y a pas ces critères qualité, il n'y a pas le financement. Et il devrait y avoir, à mon avis, une corrélation entre la qualité et le financement, alors qu'aujourd'hui, il y a peut-être un découplage. Et pour ça, il faut peut-être de bons outils d'évaluation. Une dernière question, je crois que c'était à la table du parterre, juste devant la caméra. Merci beaucoup. Donc, docteur Didier Leger, je suis chirurgien urologue et vice-président de l'Union des chirurgiens de France. Et j'interviendrai un petit peu en tant que syndicaliste représentant le bloc et les gynéco-obstétriciens autour de trois notions que j'aimerais partager avec vous. La délégation de tâches, la responsabilité et la rémunération. C'est-à-dire que Prado, ça va au-delà de Prado, ça va pour tout le système de santé aujourd'hui. L'assurance maladie a la volonté de déléguer les tâches, mais de déléguer les tâches faciles en nous faisant assumer à nous, les professionnels de santé, à haut risque, les chirurgiens et les obstétriciens, la totalité de la responsabilité de ce qui se passe derrière, sans augmenter la rémunération. La délégation de tâches en médecine générale, c'était les vaccins donnés aux infirmières. Ce sera pour nous, les chirurgiens, demain, la chirurgie ambulatoire. On va déléguer la tâche de la surveillance. On en assumera 100% de la responsabilité sans que notre rémunération ne soit jamais revue, comme c'est le cas depuis bientôt 30 ans. Je vous remercie. On aura l'occasion d'en rediscuter dans un cadre plus large tout à l'heure avec vous sur le débat concernant le dépassement d'honoraires. Je vous remercie à tous les 5 d'être intervenus. Thomas Jean, le professeur Olivier Dupuis, Anne-Marie Treneul-Paradis, Roland Mohamed et Gérard Rességuier. Je vais maintenant demander au docteur Camille Munier et au professeur Guy Valencian de nous rejoindre pour parler des enjeux et perspectives des prises en charge médico-chirurgicales.
commençant par le docteur Camille Munier, qui, je crois, vous allez nous présenter quelques arguments par l'image. Merci. Est-ce que vous voyez les images? Voilà, c'est cela. Bon, alors on m'a demandé de voir quelle était la possibilité. Je mets peut-être un petit peu plus loin. La possibilité et l'intérêt de l'investissement des établissements privés dans la robotique. C'est donc un sujet extrêmement difficile à débattre avec vous. Vous allez voir pour quelles raisons, car il y a quand même quelques contradictions économiques qui sont la base de la réflexion. Je vous ferai un bref rappel historique de ce que c'est que la chirurgie moderne. De 88 à 94 sont apparues des techniques différentes de la chirurgie classique qui comportait un apport chirurgical vrai, c'est-à-dire la laparoscopie. La laparoscopie, c'est donc une approche par célioscopie de l'acte opératoire. Et par la suite, après des débuts essentiellement réalisés en chirurgie gynécologique et digestive, l'urologie s'est mise également à suivre ce nouveau train d'approche opératoire. Et on assiste de ce fait à de nombreux centres qui adoptent cette méthodologie. Nous-mêmes, en 1995, à la clinique Saint-Augustin, on a d'emblée adopté ce protocole opératoire pour l'ensemble des opérations et on a pratiquement abandonné la chirurgie classique. L'avantage de la célioscopie, elle n'est plus à démontrer. Pour les patients, il est évident que cette chirurgie mini-invasive qui se fait par l'intermédiaire de trocars qui abordent l'organe opéré comporte des suites opératoires tout à fait différentes par rapport à la chirurgie classique, en ce sens-là que la récupération est quasi immédiate, la réinsertion sociale est d'ailleurs de pair, et de même que la réinsertion économique et professionnelle. Sur le post-opératoire immédiat, eh bien, il est évident que ces patients ne souffrent plus. Les problèmes de saignement que l'on rencontrait en chirurgie classique ont été quasiment réglés et les complications inhérentes à la chirurgie classique ont pratiquement fondu, en ce sens-là que les complications notamment infectieuses, les risques de phlébite et notamment d'embolie pulmonaire ont quasiment disparu des types de complications. Donc c'était un grand pas en avant. Pour les établissements, cela avait un intérêt majeur, c'est la durée de raccourcissement de l'hospitalisation des patients et par conséquent un turnover bien plus intéressant que la chirurgie classique. Enfin, le prix de revient, eh bien, il a connu une chute vertigineuse puisque le matériel utilisé est un matériel extrêmement simple recourant à l'utilisation de 4 pinces, un porte-aiguille et une paire de ciseaux. Donc c'est un matériel en permanence réutilisable qui ne coûte très peu, mis à part l'investissement de base. Et par conséquent, on voit très bien que pour les établissements privés, ou même publics, ça va de soi, le retour sur investissement est vraiment exceptionnel. Les limites de la célioscopie sont quand même assez importantes. Il s'agit d'une vision en 2D, puisqu'on regarde l'image de l'intervention sur un écran de télévision. Et de ce fait, pour le chirurgien, ça comporte une réadaptation dans l'espace extrêmement complexe, fatigante sur le plan cérébral, et qui va demander d'ailleurs une certaine acrobatie intellectuelle. Pour l'aide, il en est de même, parce qu'il est obligé de suivre les mouvements du chirurgien, d'anticiper ce qu'il veut faire, et de ce fait, une approche qui est un petit peu plus difficile que la chirurgie classique. Néanmoins, vous voyez, ceci a été finalement appliqué dans la plupart des grands centres. Quant aux instruments, je vous l'ai dit, les instruments sont remarquables, ils sont très limités en nombre. Par contre, en gestuel, il est extrêmement difficile de faire des sutures puisque les instruments sont des instruments rigides. Et pour passer, j'oserais dire, dans différents plans, pour par exemple faire des sutures qui comportent des sutures parfois très difficiles, eh bien on est quand même assez limité. Quant à la fatigabilité, eh bien il est certain que d'une part on travaille debout, on est tributaire des points d'entrée des trocars du patient et par conséquent pour les interventions qui sont longues, la fatigabilité tant de l'opérateur que de l'aide est quand même vraiment mesurable. Ceci a expliqué qu'au début, la célioscopie a démarré avec quelques difficultés, car il y avait d'une part la difficulté gestuelle et d'autre part une courbe d'apprentissage qui était assez longue. Mais en 2000 apparaît le système robotique Da Vinci, l'arrivée du robot. L'intérêt du robot est fantastique. Quand on y a goûté, on ne peut plus revenir en arrière. On a l'impression de revenir au Moyen-Âge. Cela étant dit, pourquoi ?
Parce qu'avec la robotique, d'abord on voit en 3D, c'est donc on voit exactement comme on perçoit en chirurgie classique. À ceci près que la merveille de l'optique permet de voir pratiquement à 2 ou 3 mm du champ opératoire. Et par conséquent, on a une magnificence de la vue opératoire telle que même en chirurgie classique, on ne la connaît pas. Le deuxième effet, c'est que les instruments sont tenus par les bras du robot. Et par conséquent, cela a permis aux chirurgiens qui travaillent sur une console à côté du patient d'avoir une gestuelle d'une perfection totale. Il n'y a plus de tremblement, il y a un arbre décisionnel qui est absolument remarquable puisqu'on manipule des joysticks qui permettent aux instruments de travailler exactement comme l'on veut et de se positionner comme on veut dans l'espace. D'autre part, ces instruments ont l'avantage absolument magique de pouvoir faire les 360 degrés dans l'espace, ce qui permet de pouvoir en quelque sorte découper ou disséquer les organes tout à fait comme on l'entend, puisqu'on n'est plus du tout tributaire des axes d'entrée que l'on connaît en célioscopie, où les instruments, rappelons-le, sont rigides et donc tributaires d'un axe uniquement rectiligne. Alors, Intuitive Surgical est le moteur de ce système robotique DaVinci et garde jusqu'à ce jour le monopole. C'est ce qui va un petit peu limiter les possibilités de négociation économique, car finalement, le fond du problème pour le privé est là. En 2001, les premiers robots arrivent en France et sont seulement les milieux hospitaliers qui en bénéficient. Le privé va réfléchir un petit peu parce qu'économiquement, c'est un vrai coût. Et de ce fait, on va y venir très rapidement parce qu'on s'est rendu compte que ces progrès technologiques sont évidents, vont permettre une gestuelle de meilleure qualité pour le chirurgien. Les résultats ne sont pas connus au moment où la robotique apparaît en France et il s'agissait donc d'un pari sur l'avenir. Eh bien, c'est ce pari que nous aurons fait, nous, dans le privé, dans certaines équipes privées, notamment à Saint-Augustin, puisqu'avec Medi-Partenaires, on a été les premiers, en quelque sorte, à bénéficier de robots en Bordeaux. Le risque, je le disais, le risque de ne pas suivre cette course à la technologie était pour nous, praticiens du privé, de perdre une partie de notre clientèle qui aurait été transférée vers les milieux hospitaliers et par conséquent peut-être de désamorcer l'outil de travail. Eh bien, en 2004, je disais, nous avons disposé du premier robot à Saint-Augustin grâce à Medi-Partenaires qui a accepté de négocier avec donc, notre équipe, dont Thierry Piéchaud était le moteur. Et comme je vous le disais, à cette époque-là, on était 4 urologues. Maintenant, nous sommes 8 à travailler sur ce matériel. Le pari a été effectivement gagné. Au départ, on a quand même stressé, cela va de soi, parce qu'on ne savait pas si c'était un bon investissement. Mais quand on voit les résultats, tant sur le plan, j'oserais dire, du positionnement de l'équipe de par j'oserais dire, sa qualité de travail, quand on voit la réalité du positionnement de l'établissement qui en retire un bénéfice direct, eh bien, on peut dire qu'on a gagné ce pari. Et les résultats chirurgicaux, car c'est là l'essentiel, ont fini par s'imposer petit à petit, d'une part pour notre équipe, puisque nous on était tout à fait convaincus que c'était un plus, mais également d'autres équipes qui au départ renaclaient à accepter l'idée que la robotique apporterait un plus, eh bien on finit également à pouvoir démontrer que c'était quand même un réel apport, un pour le patient, deux pour les équipes qui travaillent là-dessus. J'ai personnellement communiqué une étude très intéressante à Stockholm, au Congrès, en 2009, sur la comparaison entre une cohorte de malades opérés par moi-même, donc par un seul opérateur, malades opérés en laparoscopie classique et en robotique pour la même intervention, et ressortait vraiment une évidence absolument statistiquement parlante d'un plus, tant qu'à la récupération fonctionnelle du patient qu'à la qualité de la continence et la qualité de la sexualité. Cet article, d'ailleurs, j'ai ensuite pu publier un article dans Sexual Medicine qui le démontrait sur une plus grande cohorte de malades. Donc, je puis dire que mathématiquement parlant, on peut affirmer que la robotique est un outil de travail vraiment performant, réel. Alors, petit à petit, en cancéro, on a vu l'indication de la robotique, qui initialement était réservée à la prostatectomie totale, se répandre aux néphrectomies partielles. Et là, il s'agit d'une chirurgie extrêmement difficile, en célio du moins, parce que quand on coupe dans le rein, eh bien, il y a un temps de suture pour faire l'hémostase de la zone de néphrectomie partielle qui est extrêmement difficile, qui est minutée, puisqu'on a droit à 30 minutes de clampage. Et de ce fait, on se rend compte que là, une fois de plus, la robotique apporte un élément total dans la maîtrise du geste, dans la sécurité du contrôle de l'hémostase. Et par conséquent, pour le malade, eh bien, c'est une sécurité totale.
L'étendue ensuite de cette robotique s'est faite à la cystoprostatectomie totale avec vessie de remplacement. Il y a certaines équipes qui s'y lancent, qui arrivent à démontrer la faisabilité d'une part de cette technique et qui apportent également des résultats intéressants. Je n'y reviendrai pas car là n'est pas le sujet de notre discussion. L'application à la chirurgie fonctionnelle, c'est-à-dire au prolapsus génito-urinaire, là, je ne pense pas que l'investissement mérite d'être réalisé, car en célioscopie, on fait aussi bien. Il faut reconnaître que le robot permet de faire un geste plus facile, on se fait plaisir, mais il faut quand même toujours tenir compte du coût de l'intervention, et par conséquent, je dirais en quelque sorte non. Quant à la chirurgie reconstructrice, c'est-à-dire une malformation congénitale, type sténose des jonctions pyélo-urétérales ou chirurgie du bas urtère, eh bien là aussi la robotique va apporter une précision de geste, mais il faut reconnaître que l'investissement pose toujours le même problème. Et on viendra après au problème de financement. Alors, les freins économiques, les voilà, mais c'est l'achat et la maintenance. L'achat d'un robot et la maintenance sont vraiment importants. On peut dire que pour une pratique d'environ 250 prostatectomies totales par an, un établissement se retrouve avec un taux d'amortissement d'environ 3 000 €, plus 1 400 à 1 500 € de consommables. Alors le GHS est quand même une limite, puisqu'il est de 3 000 €. Donc vous voyez qu'il y a 1 400 € pour lesquels l'établissement est un petit peu gêné pour trouver le complément. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les établissements privés? On demande aux patients d'accepter ce supplément d'honoraires qui va payer de sa poche. Et c'est là où le bas blesse. Je n'ai pas de réponse personnelle, mais malheureusement, nous, dans le privé, si on veut continuer de pouvoir pratiquer les chirurgies avec assistance robotique, on est obligé de passer par ces fourches codines. Alors, cela veut dire, in fine, que pour les petits établissements cliniques, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir, car ils ne vont pas avoir un flux suffisant de patients pour pouvoir amortir en quelque sorte ce coût de la robotique. Et d'autre part, est-ce que ça vaut le coup d'investir en robot s'il n'y a que quelques interventions réalisables par an? Donc on y revient toujours au même problème, c'est qu'il n'y a que seuls les grands plateaux pas financiers, techniques, qui peuvent en quelque sorte investir là-dessus, en sachant qu'à ce moment-là, il y a un turnover suffisant pour pouvoir en quelque sorte justifier une telle activité, et cela permet en plus à différents groupes de chirurgiens d'accéder, non seulement les urologues, mais les gynécologues et les chirurgiens digestifs, voire maintenant les ORL. Bénéfice, risque, eh bien c'est assez difficile à évaluer, je n'ai pas eu le temps de faire cela. Le gain pour le patient de la robotique, il est évident, c'est dans la récupération fonctionnelle que l'on mesure vraiment le plus par rapport à la chirurgie classique ou même à la laparoscopie. Et là, il n'y a qu'à voir le retour d'informations que nous avons, c'est que les patients qui sont opérés en robotique le disent à ceux qui côtoient, et on voit affluer un tas de patients qui demandent tous maintenant à être opérés en robotique. Et le drainage, en quelque sorte, devient non seulement local, mais régional, voire international. Le gain pour le chirurgien, eh bien, il est dans, j'oserais dire, la qualité extrême du geste chirurgical que l'on fait. Et ça, c'est un grand plus. Car quand on voit la difficulté de certaines interventions en chirurgie conventionnelle ou en célioscopie, et que l'on voit la qualité de ce que l'on peut faire avec l'assistance robotique, il y a un monde qui les sépare. Et j'oserais même presque dire, je le vois au sein des équipes, par exemple la note, 8 chirurgiens, eh bien 8 chirurgiens et le robot arrivent pratiquement à faire tous le même geste, la même qualité d'exécution, ce qui est assez exceptionnel et ce qui, j'oserais dire, est un peu pénalisant, c'est-à-dire qu'il y a un peu un gommage entre les différences entre chirurgiens, c'est vrai, avec le robot, tout est planifié, et tout devient qualité. Voilà. Le gain pour l'équipe chirurgicale, eh bien, le gain pour l'équipe chirurgicale, c'est que l'assistance robotique permet, je trouve, d'opérer dans une grande sérénité, non seulement pour les chirurgiens, mais pour l'aide, et également pour toute l'équipe de salles d'opération. Ça, c'est non mesurable, mais c'est quelque chose que l'on voit sur place. Quant à l'établissement, le gain, c'est le retour sur l'information, je voudrais dire. C'est quelque chose, une fois de plus, non mesurable, mais il est étrange de voir que les établissements qui sont équipés de robotique, eh bien, voient affluer les patients sans avoir besoin de faire de publicité. La conclusion, eh bien, elle est simple. C'est la poursuite de l'excellence. C'est rester au sommet de la technologie,
et je dis toujours, qui n'avance pas recule. C'était les quelques messages que je voulais vous donner. Merci Camille Munier, urologue à Clinique Saint-Augustin à Bordeaux. Je vais vous demander de venir rejoindre le professeur Guy Valencien. Très bien. Je retire ma clé? Non, après. Tout va bien se passer. Donc on a compris que c'était un plaidoyer pour la robotique sur les plateaux chirurgicaux. Si, ça va. Allez-y, je vous en prie. Celui-là? Oui. Je ne me vois pas revenir à la guerre du feu. Très clairement. Alors vous disiez tout à l'heure que quelque part on lissait finalement les compétences, quelqu'un qui le geste chirurgical finalement, ou la précision du geste était du coup la même pour tous. Est-ce que ça minore pas entre guillemets la performance ou la qualité en tout cas du chirurgien que vous êtes ou que sont vos 7 confrères? Vous êtes très gentil de me dire ça. Je suis surpris de voir que vous mettez des jeunes devant le robot en quelques pratiques. Ils exécutent le geste parfaitement bien. Ce qui fait que le geste devient reproduisible. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est très dévalorisant, entre guillemets, pour un chirurgien de se dire « Avant, j'étais le maître à bord, je savais faire, et les autres ne savaient pas faire. » Eh bien, je pense que Guy Valencien ne me contredira pas. L'équipe de jeunes qui arrive, qui se branche sur la console, qui étudie, enfin, qui évalue un petit peu la procédure, en très peu de temps, maîtrise le geste. C'est en ce sens-là que je disais que ça permet, en quelque sorte, d'avoir au sein des équipes homogènes, c'est vrai, une réalisation tout à fait reproductible. Et c'est ça, finalement, la réussite de la chirurgie. Il ne faut pas que ce soit un seul acrobate qui, tout d'un coup, fasse des exploits, et puis le reste tombe un petit peu dans l'inégalité. Je pense que Guy Valencien me suivra sur cette idée, non? Guy Valencien, donc vous êtes président de l'école européenne de chirurgie. Aujourd'hui, est-ce que s'équiper d'un robot tel que le David, grosso modo 2 millions d'euros, est-ce que c'est un argument aujourd'hui pour accueillir de nouveaux chirurgiens dans des zones qui sont peut-être parfois des zones reculées? C'est certain, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que la jeune génération l'a compris. Moi, à l'université où je suis, je forme à l'école que l'on a créée les étudiants en médecine, et on les fait passer de la chirurgie sur cadavre ouverte à la laparoscopie, et dans la même journée, et à la robotique. Et ils nous disent, mais monsieur, mais pourquoi vous nous avez fait pas la robotique en dernier? Donc c'est évident, et Camille a raison, la chirurgie est face à un bouleversement majeur. Resteront les chirurgiens, les plasticiens, les orthopédistes. Le reste, grâce à ces télémanipulateurs, ce ne sont pas des robots, hein, ce sont des télémanipulateurs. La gestuelle est tellement simplifiée, et l'image est tellement amplifiée dans sa qualité que l'on peut déléguer, voire même faire par d'autres. Demain, nous aurons des ingénieurs opérateurs qui non seulement seront de bons anatomistes et sauront faire l'acte opératoire, mais seront meilleurs que nous dans l'évolution des matériels, parce qu'ils seront ingénieurs. Vous voulez dire c'est la fin du chirurgien? C'est en partie la fin du chirurgien tel qu'on le connaît. Il faut le savoir. À 20 ans, 25 ans, c'est ce qui va se passer. Et bien évidemment, ces ingénieurs auront des formations plus brèves. On pourra avoir, en 5 ans, on peut former un ingénieur opérateur. Il aura son entière responsabilité. Le chirurgien fera autre chose, on en reparlera. Parce qu'il y a encore une expérience différente. Il est clair qu'il n'est pas dit que celui qui fera le geste premier fera la reprise. On va avoir des divisions de plus en plus fortes dans les métiers pour obtenir une amélioration globale de la sécurité et de la qualité des gestes. Contrairement à ce que l'on croyait à l'époque où, quand moi j'ai commencé mon internat, on sait tout, le dur, le mou de garde, et on savait tout faire, et on pensait savoir tout faire. Et encore, certains chirurgiens vous disent, tu te rends compte, il est plus formé à faire du crâne, à faire de l'os, à faire du vaisseau, à faire du digestif, pour faire un urologue, pour tout ça. C'est fini. Aujourd'hui, les jeunes chirurgiens travaillent en équipe multiple, et on ne verra plus un urologue aller recoudre une artère ou une veine. Il appellera son collègue vasculaire ou digestif. C'est comme ça que ça va se passer. Ça ne se discute pas, on peut le regretter, mais c'est comme ça que ça va se passer. Donc on va voir ce nouveau métier qui va arriver. Et à côté de ça, le développement de la chirurgie ambulatoire, qui va exploser. Les libéraux ont été bien précurseurs, mais l'hôpital traîne. On allait à, je crois, à peu près 33% de chirurgie ambulatoire à l'hôpital seulement. Mais on va voir là encore arriver de nouveaux métiers. Ce sont les infirmières praticiennes qui prendront en charge les malades avant et après l'acte opératoire ambulatoire, en allant chez eux et en pouvant même prescrire un certain nombre de traitements possibles selon des abacs donnés, assurer une partie des petites complications. On le fait par exemple à Saint-Brieuc, l'équipe d'urologie a des infirmières qui vont dans les appartements, dans les maisons, après la résection endoscopique par laser, le soir même et le lendemain, et qui en réfèrent et qui rappellent s'il y a un problème avec l'urologue, mais elles ont une vraie responsabilité. Donc on va voir ces métiers émerger.
le chirurgien va diminuer. On aura besoin de 30, 40, 50% de chirurgiens en moins en France demain. Et on va perdre 30 à 40 000 lits de chirurgie. C'est ça qu'il faut avoir dans la tête si on veut penser la chirurgie de l'avenir. Et dès qu'on serait sur les vieux schémas traditionnels, on aura tout faux parce que l'économie nous rattrapera. On ne va plus mettre des bacs plus 12 et bacs plus 14 à des tâches qui peuvent être faites par des bacs plus 5. Ce n'est pas économiquement supportable. Aujourd'hui, on va se recentrer sur la robotique et sur les changements qu'elle implique. Aujourd'hui, on a des systèmes avec des doubles consoles, si je ne me trompe pas, donc ce qui permet également de former. Je ne sais pas si vous êtes équipé vous-même dans vos... Mais vous allez voir apparaître des halls opératoires, peut-être, avec 4 ou 5 aires de stationnement, un peu comme les aires d'arrêt des Formule 1. La voiture arrive, se pose, ça c'est la table d'opération avec l'anesthésiste qui a tout préparé, le malade est déjà mis en position à la limite orthopédique, drapé, on amène la table, les personnels opèrent, on ressort le malade d'un côté et les instruments de l'autre. C'est ça qui va se faire. Et vous aurez peut-être un chirurgien maître qui sera à la console maître, comme le grand couturier qui, avant le défilé, va remettre l'aiguille, en disant, hop, le pli est là comme ça, mais d'autres ont fait le travail avant. On va vers cette parcellisation du métier, on va vers l'industrialisation de la chirurgie, ce qui fait hurler un certain nombre d'entre nous. Ça peut faire peur quand même. Ah oui, mais en même temps, ça libère du temps. On améliore la qualité avec ça et on libère du temps. On améliore la qualité, sauf qu'il est possible, et je vais juste m'exprimer une seconde là-dessus, globalement, la sécurité des malades s'améliore jour après. On risque de perdre, effectivement, dans de rares cas, des malades parce qu'on n'aura pas appris le geste de chirurgie de guerre que l'on apprenait de nos maîtres. Je me souviens avoir laissé un rein en mettant des champs, parce qu'il saignait tellement qu'il est rein unique, il fallait l'opérer d'un calcul coralliforme. On a bourré le rein avec des champs et des gros catgutes, on a tout refermé et 3 jours après, on est allé retirer. Je ne suis pas sûr qu'une jeune génération aujourd'hui oserait faire ça. Ça serait interdit et on a sauvé le rein. Mais on va globalement améliorer la qualité au prix de quelques pertes exceptionnelles qu'on aurait pu nous réparer. C'est comme ça, c'est la vie. Le risque, c'est quand même de perdre un savoir-faire. Enfin, de ce que vous dites, là, vous nous dressez un peu un scénario on perd, science-fiction, on va dire. Mais c'est comme les navigateurs. Qui sait encore se servir d'un sextant, hein? On est tous au GPS quand on fait du bateau. Plus personne n'utilise le sextant. Celui qui l'a, si jamais ses 3 GPS de secours sont en panne, sera content d'avoir son sextant pour faire un point. Il reste un skipper et pas un marin d'eau douce. Vous vouliez réagir, Camille Munier, ce qui a été dit? Non, je partage tout à fait ce que dit Guy Valencia avec son enthousiasme, peut-être ses excès, parce que ça demandera à ce moment-là d'avoir des très grands centres et puis après plus rien, ce qui est quand même un problème sur le plan de la répartition géographique des soins. Vous avez chacun un micro. On va vers la concentration des moyens chirurgicaux pour plein de raisons. Les hommes suffisamment nombreux par équipe, même dans une équipe d'urologie divisée en oncologues, lithiasologues, ceux qui s'occuperont de l'incontinence, et bref, c'est comme ça que ça se fait par 2 ou 3. Deuxièmement, la concentration, les problèmes de stérilité qui sont de plus en plus complexes. Donc il faut des machines, des usines à stérilisation, et on ne peut plus faire ça avec 3 poupinelles dans un coin, sur un bord de table. Donc tout va vers cette concentration des moyens. Et comme la chirurgie, c'est de plus en plus de l'ambulatoire, voire quelques jours seulement dans une vie, on est quand même rarement opéré de multiples fois dans sa vie. On peut mettre effectivement, je l'ai toujours dit, les hôpitaux d'aigus à la campagne et les maisons de retraite dans les villes. Est-ce que vous souhaitez peut-être poser des questions à Guy Valencian et Guy Munier quant à leur pratique et à leur vision de l'avenir sur ces innovations? Il y a une question à la table là-haut, la table numéro 2. Ce sera pour vous après, alors, madame. Il remontera. Oui, je voulais un peu revenir sur Terre, parce que si je suis pour le développement du robot et notamment de l'instrumentation robotisée, moi je me pose toujours la question, avec un certain nombre de confrères, est-ce que actuellement le robot c'est une innovation vraie ou une innovation un peu marketing dans sa diffusion? D'autre part, je suis frappé parce qu'il n'y a aucune évaluation de la Haute Autorité de Santé. J'ai demandé à 2 fois au président. Au bout d'1 an, j'ai pu obtenir une non-réponse en disant que ce n'était pas son problème. D'autre part, on ne peut pas ignorer les méta-analyses qui sont publiées actuellement et qui reposent la question, qu'est-ce que le robot apporte aux patients? Messieurs,
Sur ce que ça apporte aux patients, il n'y a pas d'étude pourquoi. D'abord, la robotique n'est pas comme l'arrivée du lithotripteur, un break énorme entre la chirurgie ouverte et plus rien. On casse des cailloux. C'est une progression depuis la chirurgie ouverte avec la laparoscopie qui était l'élément de transition jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'à partir du moment où on utilisait des instruments assez longs à travers les trocars, on pouvait les relier à des bras télémanipulés. Donc c'est un lent progrès. Moi, je le constate moi-même dans l'équipe, comme Camille, en continence et en puissance, c'est lentement progressif. Il y a aussi notre amélioration propre. Or, comme toujours, comme c'est lentement progressif, faire des évaluations, il fallait que ce soit les mêmes. On ne peut pas demander une équipe de chirurgie ouverte, une équipe de laparoscopie et une de robotique. Ce sont les mêmes qui doivent faire la même technique de façon hasardeuse, tirée au hasard. Aujourd'hui, dans le CV, je pense que c'est comme toi à Saint-Augustin, on se pose la question de savoir si on a le droit maintenant de faire en laparoscopie ce qu'on fait en robot. Donc ça veut dire que ce n'est pas un robot par hôpital. Demain, c'est un robot par salle d'opération. Il y a un monopole de la société intuitive, mais à partir du moment où 2 ou 3 autres manufacteurs vont être sur le marché, on va voir les machines se réduire par moitié, et 3/4. Un lithotripteur vaut le 6e du prix de ce qu'il valait à l'époque. Pour avoir lu le rapport d'activité d'Intuitive, il semble que les premiers brevets en fait, qui avaient été achetés par, je crois que c'était une société qui s'appelait Computer avant, Computer Motion, vont tomber donc à partir de 2014 dans le domaine public, et donc quelques sociétés italiennes, coréennes et canadiennes sont d'ores et déjà positionnées sur le créneau. Ça fera comme les ordinateurs. Les premiers étaient inaccessibles en coût, et petit à petit, on verra le coût du robot baisser et s'imposer de fait. Je pense, et je réponds à cette question, pour quelqu'un qui a connu la chirurgie, puis la cellio, puis la robotique, il est évident, et je parle mon nom propre, mais c'est bien sûr, c'est très difficile à démontrer mathématiquement. Donc je parle donc à mon nom propre, mais Guy me suit, et s'il y avait d'autres chirurgiens dans l'Assemblée qui utilisaient la robotique, ils seraient tous d'accord. On ne reviendra jamais en arrière, à moins qu'un crash économique vrai. Mais comme je disais, les premiers ordinateurs étaient inaccessibles, et maintenant on a un ordinateur pour 500 €. Eh bien, le robot, ce sera pareil. Et je pense dans 5 ans, 10 ans, eh bien, tout le monde opérera en robot dans les grands centres. Et comme le disait Guy, la façon d'opérer sera tout à fait différente. Ce seront peut-être des ingénieurs qui opéreront à notre place, ou du moins, vous avez vu que la courbe d'apprentissage est tellement réduite grâce à la pratique de la robotique que je pense que les chirurgiens qui seront formés dans l'avenir, il y en a peut-être moins, eh bien, pourront donc tous continuer d'opérer et de guérir ou de soigner les patients dans d'excellentes qualités, de meilleures qualités qu'on a su faire jusqu'à présent. Ça, je sais qu'il n'y a pas d'évaluation, c'est vrai. Qui a envie de s'attacher à ce boulot? Je ne peux pas me tromper en disant que dans la salle, certaines cliniques sont équipées de ce robot, Da Vinci, ou d'un autre. Peut-être, est-ce que vous pourriez témoigner de ce qui a présidé finalement à cette décision d'acheter ce robot? Madame Christine Dermer, je suis à la clinique de l'Estrée-Astin en Seine-Saint-Denis. Je ne vais pas répondre à votre question parce que je voulais dire autre chose avant. Bien, ce sera pour plus tard. On sent bien que quand les chirurgiens parlent, ce sont les meilleurs ambassadeurs de la société intuitive. Ils sont complètement excités avec ça. Sauf que pour des gestionnaires, c'est quand même bizarre de se dire que plus on a de patients, plus on travaille, plus on perd d'argent. Deuxièmement, dans les régions défavorisées dont je fais partie, comment faire pour que le patient participe? De toute façon, il n'a pas de sous. Et non, mais je suis convaincue, puisqu'on a acquis un robot. Donc je suis tout à fait d'accord que c'est quelque chose qui, dans l'avenir, sera forcément adapté à d'autres spécialités. Et sur le cas de l'urologie, je voudrais poser la question. Il semblerait que le cancer de la prostate dans l'avenir ne soit plus traité par prostatectomie radicale. Donc là, c'est embêtant parce que c'est le fonds de commerce qui disparaît. Donc il faut se dépêcher que d'autres spécialités s'approprient cet instrument. Ces patients nous posent bien des problèmes. Oui, vous avez raison. La prostatectomie totale est le fond d'activité des chirurgiens en robotique, c'est vrai. Il est absolument certain qu'avec les évolutions actuelles, on soit mené à reculer les indications opératoires.
Néanmoins, la prostatectomie totale persistera toujours, demeurera toujours, qu'il y aura toujours des indications. Et comme vous avez pu le noter, si au départ la prostatectomie totale était réservée à la seule prostatectomie totale, eh bien on voit que petit à petit, on évolue vers les cystectomies totales qui sont quand même une grosse partie de notre activité d'urologue en cancéro. Et également, je le disais, et là je suis absolument formel, en ce qui concerne les néphrectomies partielles, c'est un facteur de sécurité absolu d'avoir la robotique pour faire les sutures qui, rappelons-le, se font 20 minutes, 30 minutes, parce qu'on n'a pas droit à plus de clampage. Et là, c'est la sécurité du malade qui est directement mise en jeu. Donc, je pense que la robotique n'est pas morte, loin de là, même si elle perd un peu de terrain dans les prostatectomies totales. Et d'autre part, on en parlait tout à l'heure, le coût va baisser automatiquement, il faut le souhaiter, pour le bienfait de tout le monde. Il n'y a pas que l'enthousiasme des chirurgiens, il y a le malade, qui est quand même dessous. Voilà. Oui, alors, votre argument ne tient pas totalement parce que la gynécologie est en train de s'y mettre beaucoup, le thoracique aussi, les thyroïdes maintenant se font robots. Il faut voir, il y a une explosion des capacités technologiques dans les différentes spécialités. Deuxièmement, sur tout ce qui concerne les tissus mous. Oui. Deuxièmement, les centres seront équipés de robots, mais en plus, effectivement, ils vont devoir acheter tous les appareils de thérapie focale que l'on est en train de développer en matière de cancer de prostate, qui ne traitent que la zone lésée. Des appareils, que ce soit à radiofréquence, que ce soit à ultrasons, ou de la curithérapie qui existe déjà, juste focalisée. Donc non seulement il faudra le robot, plus le reste. C'est la vie du monde. C'est pour ça qu'il faut concentrer les moyens, qu'il y aura quelques centres en France. On ne peut pas avoir dans chaque clinique et chaque hôpital un robot pour faire de la prostatectomie. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens économiquement. Je reviens à ma question. Si les personnes dans la salle ont fait l'achat d'un tel robot, est-ce qu'aujourd'hui c'est un investissement qu'ils regrettent ou est-ce que, au contraire, c'est tout bénéfice? Parce que c'est vrai que ça peut faire réfléchir quand même, 2 millions d'euros. Oui. 1,8 million, j'entends. Qui dit mieux? 2 millions. Ça dépend du cours du dollar. Il y en a d'occasion. Il y en a d'occasion. Oui, il y en a d'occasion, mais même d'occasion, ils sont encore très chers. Et je reviens. C'est moi, à côté de Monsieur Varichon. Ici. D'accord, très bien. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Donc, Madame Gama, Clinique Charcot, on a acheté effectivement un robot. On est 2 établissements privés sur Lyon à avoir acheté un robot. Économiquement parlant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose des questions. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une intervention, on perd de l'argent. Les GHS, aujourd'hui, 3 000 €, vous l'avez démontré tout à l'heure, ça ne couvre même pas le coût de location et de maintenance. Et on ne vous parle pas de l'usage unique. Alors donc, les patients doivent contribuer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, l'état de la France est quand même pas très brillant. Les Français perdent du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on aura les moyens de développer la chirurgie? C'est aussi une question qu'on peut se poser en termes financiers actuels de la France. Madame, je ne peux pas vous suivre sur ce terrain-là. Si vous dites ça, c'est fini, on s'en va tous et on part à l'étranger. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc si vous voulez, pour une fois, je vais dire quelque chose peut-être de provoquant, mais ce sont les riches qui sont les cobayes. Dans beaucoup de protocoles thérapeutiques, c'est les pauvres qui sont les cobayes. Et là, c'est les riches qui, parce qu'ils peuvent payer, subissent, parce qu'on l'a vu au fur et à mesure du développement de la technologie. Peut-être qu'on aurait pu se planter et casser tous les malades qu'on avait traités sur les premiers robots. Eh bien, ce n'est pas plus mal que ce soit des riches par rapport à des pauvres. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Nous sommes en train de perdre des parts de marché partout. C'est la chirurgie qui n'est pas payée dans ce pays. C'est ça qu'il faut dire, c'est tout. Et que l'acte est misérablement payé et que les remboursements sont nuls par rapport à la moyenne européenne. Dites-le très fort, hurlez encore plus fort, c'est ça qu'il faut défendre. Et demain, si un petit facteur français veut développer un robot, si on n'est pas capable de l'acheter, on sera bien. On a vendu la plus belle erreur industrielle qui a été faite, c'était en 86 quand Alain Gomez a vendu la Générale de radiologie à General Electric. Regardez ce qu'il en est maintenant. L'imagerie, on ne peut plus rien faire sans imagerie. Nous avons perdu ce qui nous fait le diagnostic aujourd'hui. Et quand nous prescrivons, nous enrichissons Toshiba, GE, Siemens et Philips. C'est un problème de volonté politique. Il faut se battre pour que les actes soient remboursés à la hauteur des investissements technologiques et humains qu'ils réclament. C'est la moindre des choses. Sinon, on va passer très vite 10e, 15e, 20e du monde. Si c'est un choix comme ça, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat. Tout le monde ne peut pas avoir accès. Et non, c'est comme ça dans la vie. Je veux dire, à ce moment-là, le pauvre dans son petit village du Mali, non plus, il ne peut pas avoir accès. Et si on ne peut pas prendre toute la misère de la terre sur le dos,
je suis désolé d'être un peu provocant, mais si on empêche que le progrès se poursuive de cette façon, moi je ne suis pas d'accord parce qu'on va tout perdre. Nous avions une autre réflexion. Voilà. Oui, Éric Calderon, directeur de la clinique du Tonkin, donc un des 2 établissements de la région lyonnaise privés qui a le robot Da Vinci. Alors votre question était pourquoi on avait investi dans le robot? Oui, pourquoi? Notamment. Est-ce que vous le regrettez ou pas? Alors à l'époque, lorsqu'on a pris décision en 2009, effectivement, il n'y avait qu'un robot 3 bras, on va dire, au niveau des hospices civils de Lyon, donc au niveau public. Donc il fallait qu'au niveau privé... Il y avait 3 gros et maintenant il y a 3 bras. Voilà, exactement. Donc on a investi, d'une part, bien sûr, pour se positionner au niveau du marché, c'est fortement concurrentiel à Lyon comme dans d'autres régions, et également, ça c'est l'origine du Tonkin, qui a toujours été un peu à la pointe au niveau de l'innovation technique. Alors bien sûr, oui, ça coûte et ça perd de l'argent. Alors on avait acheté un robot, non pas neuf, donc c'était moins d'1,8 million, moins d'1,5 million, mais ça reste quand même en perte cette activité, surtout quand on rajoute le temps des infirmières de bloc, etc. Mais par contre, c'était vraiment un positionnement sur le marché, l'image de l'établissement. On continuera à maintenir ce type de technologie en maîtrisant le nombre d'interventions pour en n'exposant pas les pertes sur cette activité. Mais nous n'avons pas le choix de se positionner sur l'évolution technologique. C'est l'avenir. Il ne faut pas du tout avoir peur de l'industrialisation des process. Au contraire, hein, c'est un gage de qualité. Et on le fait depuis des années. On parle de circuits courts pour faire des coloscopies. On est vraiment presque en Formule 1 dans le circuit du patient. Il reste très peu de temps. C'est ce qui se passe actuellement. C'est l'avenir. Pour des raisons économiques, pour plein de raisons, mais c'est le chemin sur lequel nous allons. De logique, donc d'investissement ou de fonctionnement qui ne sont pas les mêmes. D'autres réflexions peut-être? Docteur Leget, par terre. Oh, il y avait une question là-bas. Oui, bonjour. Moi, c'est pas une question. Enfin, c'est juste pour répondre à est-ce que vous le regrettez? Catherine Lorrain-Roux, Polyclinique Je vais juste Kenval. vous demander, s'il vous plaît, mademoiselle Lorrain, de vous présenter. Madame. Catherine Lorrain-Roux, Polyclinique Kenval à Nîmes. Premier robot Da Vinci dans la région Languedoc-Roussillon. Très, très vite rattrapé sur Nîmes par le CHU. Ça nous a un peu déçus dans le démarrage de cette activité-là, puisqu'en fait, ce n'était pas comme ça qu'on le concevait, en se disant que l'innovation... Qui se trouve à 1,5 km à peu près, voilà, pour situer. C'est ça. 8 minutes en voiture. C'était pas comme ça qu'on concevait l'innovation, puisque quand on est parti là-dessus, c'était vraiment l'accompagnement d'un projet médical en urologie, avec une équipe dynamique, avec une équipe porteuse, et qui voulait vraiment voir devant, et qui nous sollicitait pour nous lancer dans cette aventure avec les risques, les contraintes économiques, etc. Et puis, première déception, ça a été ça, c'est-à-dire qu'on en a parlé nous aussi, du coup, à nos partenaires publics. On leur a dit, éventuellement, on peut peut-être réfléchir à une plateforme intelligente dans ce cadre-là. Et puis, en fait, avec un financement un peu particulier et l'aide du Conseil général, ils nous ont vite rattrapés dans la bataille. Tant pis. Nous, on a continué, on l'a mis en place et on ne le regrette pas, même si c'est un petit peu difficile à porter au jour le jour et de manière économique. Par contre, voilà, on ne le regrette pas du tout. On l'a vu au niveau suivi des patients, on l'a vu au niveau retour des usagers, on l'a vu au niveau des équipes médicales et de la dynamique que ça a créé. On l'a vu en urologie, on le voit en gynécologie au jour d'aujourd'hui, et on a un booster au niveau de l'équipe médicale et du projet médical qui quand même a pu s'appuyer en fait sur cette démarche de l'établissement. Alors, vous êtes vraiment dans une zone concurrentielle avec le CHU. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une parité au niveau du nombre d'opérations entre ce qui est réalisé chez vous et ce qui est réalisé à l'hôpital public? Ou est-ce qu'il y a un des deux établissements qui prend le pas sur l'autre? Vous avez le même équipement. Donc, a priori, potentiellement la même qualité de performance. Je ne sais pas les chiffres du public, mais a priori, on n'est pas parti sur un développement sur les mêmes disciplines, et en tout cas en termes de communication. Nous, on a développé sur l'urologie, et ça, c'est une certitude.
Le CHU, il a vu plus large, il a parlé beaucoup ORL, il a parlé de différents sujets, il a lancé un PHRC sur la statique pelvienne, etc. On n'est pas parti sur les mêmes activités réellement, en fait. Mais il n'empêche que, oui, c'est un climat concurrentiel sur une ville où pourtant il y a des gros projets de coopération. C'est un peu particulier, c'est ni moi. Bon, ça, c'est dit. Est-ce que vous avez peut-être... Oui. Une question à la table du milieu. Oui, moi je suis ni public ni privé. Donc Vous êtes Jacques Domergue. Jacques Domergue, Institut du cancer de Montpellier. Je crois qu'il faut que vous compreniez que Guy Valencien est quelqu'un qui voit plus loin que les autres. Et donc il est parfois un peu provocateur, mais il est souvent prémonitoire de ce qui va se passer. Et je comprends que les directeurs d'établissement aient un peu peur de ce qu'il dit et des conséquences que ça pourrait avoir sur les établissements. Nous sommes centre référent sur la chirurgie robotique pour le sud de l'Europe, mais pas spécifiquement dans la chirurgie urologique, dont les indications, vous l'avez dit, sont en diminution, mais également dans la chirurgie digestive. Parce que le robot, c'est un télémanipulateur qui est... Guy aurait dû dire d'ailleurs que c'est un dinosaure par rapport à ce qui va se produire demain. Il y en a des dinosaures. Ça m'étonne qu'il ne l'ait pas dit. Tu as raison. Parce que les futurs appareils que vous allez avoir demain seront sans fil, seront beaucoup plus light, seront presque automatisés, alors qu'aujourd'hui ce ne sont que des télémanipulateurs. Donc l'évolution de la chirurgie va dans le sens de la robotisation. Après, je le dis pour les différents intervenants qui ont dit on ne peut pas se le payer, ou c'est difficile, ou on n'est pas à l'équilibre, c'est vrai. Après, il y a le problème de la place de la chirurgie et de l'innovation en France. Et là, la difficulté des chefs d'établissement, elle est réelle. Je crois que si vous voulez intégrer la robotique dans votre établissement, il faut que la robotique, elle serve à tout. Pas uniquement à l'urologie. Bon, à part la clinique Saint-Augustin, mais je connais Richard Gaston, il n'y en a pas deux d'équipes comme ça. Vous êtes pratiquement unique au monde. Donc vous êtes un mauvais exemple, excusez-moi de vous le dire, mais vous n'êtes pas reproductible. Mais par contre, pour un établissement, il faut que la robotique serve à tout. Elle peut servir dans la chirurgie ORL et pas que dans la thyroïde. Elle peut servir dans la chirurgie gynécologique. Et aujourd'hui, Intuitive le sait, il voit les indications diminuer en neurologie et il voit que le pôle de développement de la robotique, c'est la chirurgie digestive. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut diversifier les indications. Et pour qu'un robot soit rentable, il y a à la fois un investissement à couvrir, il y a une maintenance annuelle qui est entre 130 et 150 000 euros qu'il faut couvrir au-delà de la première année, qui est un coût réel ramené à l'intervention, et puis il y a du consommables. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat des 3 ou 4 bras, c'est un détail, mais peut-être que les privés que vous êtes devraient réfléchir à l'économie en personnel d'une chirurgie robotisée à 4 bras. Parce que là, le chirurgien est vraiment le chef d'orchestre qui opère seul. Donc là, il peut être une personne qui peut être économisée. Ça, c'est à vous à faire l'évaluation. Mais d'une manière générale, je crois que pour que le robot soit rentabilisable, il faut qu'il tourne pratiquement 24 heures sur 24. C'est-à-dire que plus vous l'utiliserez, plus il sera rentabilisable, parce que le coût de l'investissement et le coût de la maintenance, qui sont très très élevés, s'amortissent et diminuent par ramener au nombre d'interventions. Et c'est la raison pour laquelle, même pour un établissement comme le nôtre, nous avons ouvert le robot à un établissement PSPH de Montpellier, qui fait la chirurgie urologique et les différentes intéresse, mais qui pourrait demain être ouvert également à d'autres disciplines, parce qu'il faut que ce robot il tourne au maximum. Chez nous, il tourne tous les jours, mais il pourrait tourner encore plus, parce que, je vous le répète, l'investissement est tel qu'avant que les brevets tombent dans le domaine public et que d'autres sociétés concurrentes puissent produire des robots à moindre coût, il se passera beaucoup de temps, et pendant ce temps, l'innovation doit continuer d'avancer. On ne peut pas être en retard là-dessus. Guy Valencian. Juste un mot à ce propos, non, un joke qui est assez vrai, c'est que ce robot a été développé au départ, c'est comme le Viagra. C'est la même histoire que le Viagra. Le robot a été développé pour les chirurgiens cardiaques aux États-Unis. Puis ça marchait pas très bien sur les monnaies pontage. Le Viagra, c'est pour les chirurgiens cardiaques. Et ce sont les urologues qui ont repris le flambeau et qui ont fait, je dirais effectivement, en partie la fortune d'Intuitive. C'est comme le Viagra, c'est exactement la même chose. Ce qui était fait, c'était un médicament au départ à visée cardiaque, et puis ça marchait pas très bien sur le cœur, mais ça marchait très très bien sur les érections.
Concernant Guy Valencian sur ce que disait votre confrère, aujourd'hui, est-ce qu'on est sur les robots qui sont développés aujourd'hui par les différentes sociétés ou par les instituts de recherche? Ce sont des robots qui visent à être généralistes et à servir à plusieurs spécialités, ou est-ce qu'au contraire, on est sur des robots qui ciblent? Non, ça va de plus en plus. Vous avez une partie, comme toujours, vous avez une partie qui sera fixe. Il y aura du hardware, ça sera toujours le même, et puis il y aura du soft tout autour. Par exemple, actuellement, les neurochirurgiens à l'école travaillent sur les sujets anatomiques pour aller à travers le palais et rejoindre l'hypophyse grâce au robot. Voilà, donc il y aura des applications avec une miniaturisation, comme l'a dit très bien Jacques Domergue, miniaturisation des instruments, développement du Wi-Fi, de tout ce que vous voulez, zone de sécurité, vous dessinez sur l'écran la zone où il ne faut pas aller, et dès que les instruments sortent de la zone où vous devez aller, ils sont désactivés. Donc on est plein de capacités, de possibilités d'amélioration et de sécurisation du geste opératoire, c'est à l'infini quasiment. Mais il y aura toujours une personne, il y aura toujours un homme ou une femme, puisque actuellement on voit se développer la chirurgie féminine de plus en plus, et j'en suis le premier heureux, qui seront là, bien sûr, pour assurer une partie de la gestuelle. Mais d'où le métier, et d'où probablement aussi, je milite fortement pour aller à la dépénalisation de l'erreur, parce qu'on rejoint un peu ce qui se passe dans l'aviation. Quand vous regardez un accident d'avion, vous ne voyez jamais le nom du pilote. Jamais. Et quand vous voyez un accident opératoire, vous avez toujours le nom du chirurgien, de la clinique ou de l'hôpital en tête. C'est-à-dire que généralement, le pilote disparaît avec l'avion. Non, mais il y a des procédures de sécurité et d'organisation qui font que tout est dit avant. Non, pas forcément. Il y a plein d'accidents, heureusement. Heureusement, il y a encore des accidents. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on aille à la dépénalisation de l'erreur. Autant la faute est condamnable, tant qu'on n'aura pas fait ce progrès d'accepter en médecine que l'erreur ne soit pas condamnable, en revanche, que la réparation de l'erreur soit vite indemnisée, on aura tout faux, parce qu'on nous-mêmes, nous aurons du mal à donner tous nos ennuis. C'est très difficile pour un chirurgien d'expliquer qu'il s'est trompé parce qu'il a toujours au-dessus de lui l'épée de Damoclès du procès, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est pour moi fondamental. Donc, l'évolution technologique et l'évolution juridique doivent aller de pair pour, en gros, arriver à une amélioration globale de la prise en charge des malades. Peut-être une dernière question avant de marquer une pause. Une dernière réflexion, peut-être? Oui. Attendez? Oui. Bon. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait le professeur Valenciennes. Où êtes-vous? Voilà. Donc, Isabelle Bielinado, directrice de la clinique des Cèdres à Brive, en Corrèze. Donc, vous voyez... Félicitations. Oui, la Corrèze porte beaucoup de choses. Donc, bien que ni ingénieur ni chirurgien, j'ai été amenée à manipuler le robot Da Vinci. Et comme beaucoup, j'ai été bluffée par la technologie. Donc, je ne discute pas l'avancée technologique. Je pense que nous allons aller vers l'évidence. Par contre, en tant que directeur d'établissement qui fait les comptes, là, effectivement, le monopole aujourd'hui d'Intuiti rend les choses très difficilement acceptables sur un plan économique. Et quand je vous entendais dire faisons payer les riches, dans l'absolu, ça ne me perturbe pas. Si je pouvais effectivement demander à chaque patient qui va utiliser le robot de me verser 1 500, 2 000 euros pour compenser une partie de mes coûts, pourquoi pas? Si ce n'est qu'à 80 km de Brive, j'ai un CHU qui vient passer d'un 3 bras à un 4 bras. Je ne sais pas comment... Le CHU de Limoges. Oui, le CHU de Limoges. Je ne sais pas comment il finance son investissement, vu ce qui se dit actuellement sur les niveaux d'endettement des CHU. Mais là, le pauvre ou le riche, je vais répondre il à va votre se question faire parce que opérer j'ai eu le directeur du CHU de Limoges au téléphone, n'a pas plus tard que la semaine dernière. Il le finance par l'amortissement. Ouais, non, l'amortissement, c'est une charge. Oui, non, mais je veux dire, il le finance sur fonds propres et ensuite, c'est de l'amortissement. Ils n'empruntent pas pour acheter ce robot. Quand je vois les dotations MIGAC, mairie, qui se chiffrent à plusieurs millions d'euros par an, je pense qu'il trouve quelque part là son financement. Je ne vous dis que ce qu'il m'a dit. C'est une observation. Je partage tout à fait votre avis. C'est quand même un vrai problème pour nous, privés, d'avoir l'hôpital en face. Et par exemple, je prendrai le cas de Bordeaux. On a 2 robots Da Vinci. On opère du matin au soir. On diminue le coût de fonctionnement, comme vous l'évoquiez, puisque ces appareils tournent du matin au soir pour 8 chirurgiens.
Mais néanmoins, à l'hôpital, le robot est gratuit pour le patient. Et on commence à quand même sentir la présence de l'hôpital, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est une situation de monopole, mais les faits sont là. Et je pense que le fond du problème de la robotique, c'est le remboursement du frais de fonctionnement pour le patient, puisqu'on lui demande en quelque sorte 1 400 € de dépassement d'honoraires, qui n'est pas un dépassement d'honoraires, mais qui est un coût de fonctionnement qu'on ne peut pas payer, nous, dans notre poche, ni la clinique. Et je renvoie à ce que disait Guy, il faut peut-être revoir, réévaluer les honoraires des actes pour la clinique et pour le chirurgien peut-être. Le chirurgien, j'en parle pas, mais au moins pour la clinique. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur ce plan-là. Par contre, dans 2 ou 3 ans, je crois que les problèmes seront réglés puisque les nouvelles générations de robots arriveront, seront miniaturisés, coûteront moins cher. Et je répète une fois de plus, que qui n'a pas pris le train en marche reste sur le quai. Ça, méfions-nous. C'est la philosophie de bas étage, mais elle est vraie. Il y avait une question de Didier Legec qu'on retrouvera dans quelques minutes pour la prochaine table ronde. Thierry Béchu vient de m'informer que vous étiez privé de pause. J'étais obligé de balancer Thierry, parce que sinon c'est pour moi. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, premièrement, effectivement, Guy, le premier problème de l'innovation thérapeutique, c'est que l'assurance maladie ne la finance pas et qu'on fait ce qu'on peut. Deuxièmement, je voulais apporter un bémol un petit peu sur le gain patient, puisque aujourd'hui, côté assurance, on voit apparaître un certain nombre de confrères qui s'équipent du robot et on voit apparaître des sinistres dans les prostatectomies radicales avec des décès péropératoires ou post-opératoires, parce qu'à force de vendre l'idée que le robot est si simple, on a des confrères qui se lancent sans être passés par vos centres de formation et qui vont mettre des prostatectomies radicales en 8 heures ou en 10 heures, avec des syndromes d'éloge post-opératoires et des décès post-opératoires. Donc il y a une vraie nouvelle sinistralité pour les utilisateurs du robot, parce qu'à force de dire que c'est simple, certains de nos confrères se lancent seuls, sans avoir été formés auparavant. Donc il y a quand même une courbe d'apprentissage, même si elle est courte, il ne faut pas l'oublier. La deuxième remarque, c'est la même remarque que tout à l'heure, délégation de tâches, responsabilité pour les chirurgiens seniors, et pas de rémunération derrière. Donc si demain on forme des ingénieurs anatomistes, qu'ils travaillent dans nos équipes, sous notre responsabilité, et qu'on ait des budgets financés par l'assurance maladie pour financièrement équilibrer des structures aujourd'hui que, comme tu sais, Guy, qui sont dans des situations économiques dramatiques. Et donc, délégation de tâches, d'accord, mais à condition que ça reste sous notre responsabilité, la capacité de poser des indications opératoires qui tiennent la route et d'intervenir en urgence si l'ingénieur anatomiste commet une erreur péropératoire qu'on puisse réparer et ne pas assumer uniquement cette responsabilité sans avoir la rémunération qui va avec. Merci. Sur ce point-là, je ne te suis pas parce que je pense que ces personnels auront la responsabilité. Ce seront des personnels médicaux et je milite fortement pour qu'on cesse d'opposer médicaux et paramédicaux. Dès qu'on fait du soin, on est dans une profession médicale avec des responsabilités variables, mais des responsabilités. Donc je pense qu'ils ne seront pas sous notre responsabilité. Ils seront indépendants. Et je pense qu'ils verront très bien leurs résultats et que l'indication opératoire, je suis désolé, elle peut être posée par d'autres. Moi, je n'opère plus depuis 2 ans. Puis j'ai quitté HV de service, je consulte. Je vois de plus en plus de malades, alors que je ne suis plus chirurgien opérant. Parce que, ayant la chance d'avoir toute la panoplie en matière de cancer de prostate dans l'hôpital où je suis, les malades viennent en sachant qu'on a tous les outils et qu'on peut choisir a priori ce qui leur correspond exactement et non pas la technique que l'on sait. C'est une révolution aussi dans l'art médical de savoir ne pas forcément faire le geste de ce que l'on a prescrit. Alors ça paraît aujourd'hui un scandale en disant mais comment, il y a que moi qui sais, putain, j'y retourne et si je reprends, j'apprends. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et fondamentalement, on peut très bien aboutir à cette répartition du travail, responsabilité y compris à terme. Oui, mais à condition, Guy, que tu acceptes l'idée que si on délègue les tâches les plus simples, pour les tâches les plus complexes qui resteront les nôtres, on a une rémunération qui soit adaptée. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Je te rejoins. Je pense que globalement, si on a une seconde, globalement, on n'a jamais pensé la question du repositionnement du rôle du médecin et du chirurgien dans la société. Donc on continue à tout faire. 80% de nos actes sont des actes qui peuvent être faits par d'autres, sans hésitation, en toute responsabilité. Nous devons être un personnel rare et à haute valeur ajoutée, celui qui est capable de transgresser les règles habituelles qu'on nous donne. Il est vrai qu'on est complètement normé depuis Bruxelles, en passant par le ministère, les ARS, les caisses et autres. Nous sommes dans des rails.
Ça peut très bien être fait par des personnels dédiés qui ont leurs responsabilités et qui suivront ça à la lettre quasiment. Le seul rôle du médecin, c'est de dire non, je ne suis pas d'accord parce que pour ce malade-là, je transgresse par rapport aux normes pour des raisons particulières, parce qu'il ne veut pas, personnellement, familialement, sociologiquement, professionnellement, culturellement ou religieusement. C'est ça notre valeur. Donc ça représente un énorme quota pour très peu d'actes. Camille Munier, sur ce qui vient d'être dit par le docteur Leget, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de multiplier les échelons et de multiplier aussi du coup les échelles de responsabilité quand on... Le risque d'erreur. Le risque d'erreur est induit par le nombre d'intervenants. Ça me paraît évident. Si on prend l'avion, Camille, l'aiguilleur du ciel est en toute responsabilité, de même que le pilote de navire à l'entrée du port, c'est lui le patron. Et les deux commandants de bord ne disent plus rien. Quand il faut aller mettre le bateau de 300 mètres de long, le pétrolier de 300 mètres de long à quai, ou faire atterrir le 780, c'est l'aiguilleur qui prend toute la responsabilité du vol. L'autre suit à la lettre. Donc chacun a ses responsabilités. Il est toujours commandant de bord, mais c'est plus lui le patron. C'est le commandant de bord qui pose l'avion. Tu as des copains commandants de bord? Tu en as? C'est eux qui posent. Hein, et comme on disait, quand il y a une faute, le pilote meurt. C'est notre différence. Bien. Voilà qui est dit. On va quand même, Thierry, hein, si tu veux bien, on va quand même marquer une petite pause vraiment pour respecter le timing. Je vais vous demander de revenir dans 10 minutes. Voilà, 10 petites minutes, 10 minutes dans un quart d'heure, s'il vous plaît. En remerciant Guy Valencian, Camille Munier. Merci à vous.